Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 227. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur ce Geeks League numéro 227, enregistré ce vendredi 30 octobre 2021. Bienvenue à toi dans ton podcast qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, les news tech de la semaine. Ensuite, nous allons parler de conditions générales d'un site internet. Est-ce qu'on doit les faire? Est-ce que c'est obligatoire? On va un petit peu essayer de voir ça ensemble. On va un petit peu repasser un peu sur le RGPD et aussi les CGU. On va un peu faire tout ça. Ensuite, on va parler d'imprimante 3D avec une petite introduction de Grumpy. On va parler de New World, saison 2. C'est presque un triptyque, ça, Yves. Mais quasi. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon Quiz Point sur le thème Battle Royale. Voilà. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Ce podcast est sponsorisé par nos tipeurs. Merci à Grégory, Dergonix, Rems, Pirkens, Gauthier, Cardar et notre Jérôme. Voilà, et si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement aller sur notre Tipeee, Tipeee/Geeks League, et vous pourrez laisser un tip, voilà, tout simplement, comme un petit pourboire qu'on laisse quand vous aimez le service d'un restaurant ou d'un bar. Voilà, exactement. Vous laissez un petit euro, voilà, ça nous fait plaisir. Le lien, bien sûr, restera sous le lien de ce podcast, tout simplement. Allez, pour moi, temps d'accueillir mes chroniqueurs. Et ce soir, nous accueillons Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai joué à New World pendant 15 jours. Mad World. Non, c'est New presque ça. World. Non, mais oui, j'ai joué beaucoup au dernier MMO de Amazon. Rien d'autre en fait. D'accord. Nous avons Titi ce soir. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai un peu rallumé du Bioshock par nostalgie et c'était chouette. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un remaster Bioshock récemment? Bah ouais, je suis tombé là-dessus sur Switch, mais c'est pas récent. Moi, Ouais. je suis toujours décalé, mais voilà. Ouais. Ah oui, je savais même pas qu'il était sur Switch, tu vois. Ah si, il y a les trois jeux pour 20 balles. Ah oui, ça va. Pour une fois, ça va. C'est Voilà. assez raisonnable. Et nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Salut. Grumpy. Qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 derniers jours, Grumpy? Quelques séries et surtout jouer à un Timberborn. Et À c'est quoi à peu près tout. Ah, comment? Timberborn, Timberborn. D'accord, c'est mon je coup connais de pas. cœur, donc on Ah. détaillera à ce moment-là. On en reviendra, tout à fait. Et ben voilà, écoutez. Je sais pas qui c'est. Voilà, il y a des gens. Enfants qui veulent des bonbons, ça. C'est On a pas pas- aujourd'hui Halloween, donc... Mais c'était vraiment quelqu'un qui veut venir à Geeks League ou pas? Bah peut-être. Titi va voir. Ah, Moi je vais Titi, aller vas-y, voir. vas-y. Et Wally, Titi. toi, qu'est-ce que Est-ce t'as que fait tu ces as des 4 derniers bonbons jours Alors où- pour les gens qui nous écoutent, non, j'ai pas de bonbons. Il y a des clémentines, balance-leur une clémentine. C'est bon pour sa santé. Voilà, alors pour les gens qui disent, il y a des gens qui viennent frapper à la porte Mais pour c'est Halloween. pas aujourd'hui Halloween. Mais c'est pas demain. Halloween, donc c'est demain, moi j'ai encore rien préparé. Aujourd'hui, c'est des baffes que tu reçois. Voilà, c'est ça. Alors, je sais pas qui c'est. Ah mais non, mais... Écoutez, voilà, je sais pas qui c'est, apparemment il a l'air de connaître, donc c'est peut-être quelqu'un de Geeks League, je ne sais pas. Bonjour. Ah mais tu nous as pas prévenu, on va rajouter un micro. Vous l'aurez reconnu, c'est Amélie là-bas. Mais bienvenue, dis donc. Ouais. Mais tu nous as pas dit que tu venais? Mais non, parce que c'était pas prévu. Comme j'étais quand même pas loin, je suis venu faire ma minute et je me casse. C'est le collègue qui vient de faire irruption dans la pièce. Voilà. Et bah écoute, on va commencer par la minute du colloque alors. Il y a même Marie dans la voiture avec le chien. Installe-toi. Installe-toi et le minute du colloque. Hein. Allez, c'est parti. Visite surprise du colloque, déguisé. Carrément surprise. Avec mon masque, hein, si vous voulez. Allez, c'est parti, minute du colloque, un jingle. Alors,
voilà, je me présente, hein, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Et ben voilà, bonsoir à tous. Comme j'ai dit, hein, j'étais de passage pas loin. Et donc je me suis dit, je vais vite faire ma minute et je me sauve parce que madame, elle est dans la voiture avec le chien qui est dégueulasse parce qu'on vient d'une marche au flambeau en forêt pour Halloween. Voilà. C'était bien. On était à Lanzy. Bah putain, il y avait, je sais pas, il y avait 200 personnes. Et au tout début, ils nous ont fait passer par un goulet. Donc il y avait déjà 10 minutes de fil pour d'abord passer le goulet de 60 cm dans une ruelle. Mais sinon, ouais, c'était sympa. Bon, la météo un peu dégueu et tout. Mais voilà, ben, ma minute, je vais la consacrer à ça. Et je vais râler parce que tous les enfants pleuraient parce qu'ils sont venus pour une marche où il y avait des animations et des lancers de bonbons. Mais avec le Covid, eh ben, ils ont dit on va pas lancer de bonbons. Donc tous les enfants, ils étaient avec leur seau, ils étaient avec leur sachet et tout. Et on a marché pendant 2h30 et on est revenu avec rien. Il y avait Victor, le petit de ma soeur, il pleurait la moitié du parcours. Il disait les bonbons. Ah non, Acheter des cailloux. ah non, c'est Covid, il n'y aura pas de bonbons. Donc voilà, on a quand même eu une bière à la fin, un Thuringer. Ouais, on n'est pas venu pour rien. Ah, il n'y a pas de bonbons, il y avait de la bière. Ouais, Hein. mais ça, pour la bière, On voit les priorités. ça, pour la bière, il n'y a pas de Covid. Et voilà, donc là maintenant, je vais partir parce que demain, c'est la grosse fiesta, ça va être dur. Et si je reste ici, ça va être trop piégeux, quoi. Eh ouais, c'est bien, c'est pas mal du tout. Bah, merci le coloc. Bah, avec plaisir. Voilà. Je crois que Marie nous regarde sur Twitch dans la voiture. Ah, ouais. Salut Marie. Il n'y a pas de réseau Elle à hello. Batincourt, aucun risque. Elle est sur le chat. Ah, c'est vrai, sur le chat. Ah, ouais. Mais on avait carrément même pas prévu que t'arrives. On a vu un masque bizarre dans la vitre, on s'est demandé ce qui se passait. C'est les gamins de la rue. Puis ouais, on va pas rentrer, on est plein de terre, le chien il est Mais il y a quand trempé, plein de même terre. le pull Geeks League. Hein. Ah, Faut il quand même aller- a le jamais pull plus Geeks là. League quand même. Plus là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Bon les gars, c'est avec tristesse que je pars. Ah, bah écoute, Bonne nuit à tous les auditeurs qui nous écoutent, au revoir. merci Désolé le pour, coloc. je sais pas quelle rubrique j'ai coupé, mais Ah, bah c'est désolé. le début. Aucune, on venait de commencer. C'est juste au bon moment. Parfait. Bah merci beaucoup le coloc, à Merci, très le bientôt, coloc. à très vite. Écoutez, maintenant il est temps de passer à la suite. Merci le coloc qui fait vraiment, c'était pas prévu. Hein. On aurait dit que c'était Salut, Marie. on a vraiment dit que c'était organisé et tout. mais Salut, pas du tout. coloc. Salut le coloc. À très vite. Merci Et donc, d'être passé Wally. en tout cas. Je ne sais plus si tu as dit ce que tu avais fait ces Génial. 15 derniers jours. Bah écoutez, je joue un petit peu à Diablo 2. Et puis pas mal de boulot, un petit peu de préparation Geeks League, enfin voilà, donc Diablo 2. Diablo Et- 2, remaster, je commence à être bien équipé, maintenant on arrive au point où il faut que les Ton grosses patron têtes- écoute le podcast. Ouais, mais le soir. Un peu de Diablo 2 et pas mal de boulot. Quand on vous dit que le colloque ça arrive comme ça, hein, Oui, c'est voilà. Il ressort du bois avec un flambeau le et. coloc, apparaît. le coloc habite à 200 bornes de chez moi. Hein. Il démarre. C'est ça en live. Voilà, merci à toi le coloc. Et on allait passer donc au news tech de la semaine. Ah oui, donc il y a Evolution Mate qui sur le chat qui dit finalement ce n'est pas sans invité ce soir. Bah oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est la guest star. Allez, c'est parti. Et news tech de la semaine. La nouvelle méta. Et oui, si vous l'avez vu, ça se passé hier. Le groupe Facebook se renomme et ne s'appellera plus Facebook, mais Meta. Voilà, donc c'est Mark Zuckerberg qui l'a annoncé. Donc Meta, c'est le groupe un petit peu parce que c'est le métavers qui va du coup regrouper Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus et Portal. Il a fait une petite démonstration de comment il imaginait un petit peu le monde avec sa réalité virtuelle plus Facebook mélangé dedans, etc. Allez voir, c'est assez intéressant. Une petite démo où il y a Marc qui est directement dans le truc. Maintenant,
il fait une super réunion et ses collègues font hey salut Marc machin. Je sais pas si ses employés lui parlent vraiment comme ça. Faudrait voir un petit peu. Je sais pas trop c'est quoi l'ambiance dans Facebook. Mais je sais pas trop. Personnellement, je trouve ça plutôt effrayant. Tu trouves ça effrayant? Ouais. Ah, je trouvais ça intéressant. Je sais pas, moi. j'ai pas bossé chez eux, moi. Moi j'ai entendu ça à la radio aussi, ça m'a vraiment fait tilter. Je me suis dit, En fait, tiens, en gros, il faut imaginer que tu as un casque radio virtuel, tu rejoins une salle virtuelle où tu parles à tes collègues qui ont des avatars et tout ça, et donc tout le monde est virtuellement physique dans la pièce. Oui. Et puis là, hop, il y a mamie qui t'appelle sur Facebook, donc tu peux ouvrir l'application Facebook, tu peux décider de la partager à tous les gens qui sont dans la salle virtuelle. Et voilà, un petit peu montrer ces trucs-là. Maintenant, à voir comment ça sera vraiment vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire avec l'Oculus notamment. À voir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Au moins, il y a de l'innovation. Maintenant, bon, c'est Facebook derrière. Voilà, quoi. On verra bien. Nous suivante. une petite étape science-fiction quand même. Quoi. Ah, oui, une petite étape science-fiction quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. À voir comment ça va s'intégrer. C'est autre chose que l'Oculus. Mais après, l'Oculus, c'est un bon casque si vous voulez Ouais, du verre indépendant, on va dire. Sans PC et tout ça. Allez, nous suivante. Ça vous chiffonne. Et oui, donc si vous avez Apple a annoncé son nouveau produit en plus du MacBook 14 et 16 pouces, qui est la chiffonnette. La chiffonnette Apple, afin de nettoyer vos appareils, coûte 25 €. Donc la petite chiffonnette. Bon, il faut quand même savoir que ça n'a pas empêché la chiffonnette d'être en rupture de stock. Hein. Les gens se sont arrachés la chiffonnette. Alors maintenant, moi dans la vie, je compte tout en chiffonnette, tout me paraît beaucoup moins cher. Par exemple, savez-vous qu'une PlayStation 5 ne coûte que 20 chiffonnettes? C'est Voilà. dérisoire. Voilà, une Ferrari 488 Spider V8, 460 chevaux, 10 042 chiffonnettes. C'est bien. Voilà. Et un SMIC belge, 63 chiffonnettes. Alors voilà. Hein. Bon voilà. Il faut savoir que iFix, c'est le site qui ouvre les appareils et qui note une note de réparation dessus. Et ben ils ont donné une note de 0 sur 10 parce qu'une fois que la chiffonnette est coupée en deux, on ne pouvait pas la recoller. Donc voilà, c'était la chiffonnette. Émulation au rabais. Et oui, la semaine passée, on avait parlé de l'offre étendue, l'extension de Switch Online. Donc à la place de 20 € pour 40 €, vous aviez les jeux Nintendo 64 et aussi quelques jeux Sega directement accessibles via votre émulateur Nintendo Switch. Et donc du coup, les gens forcément se sont appropriés la chose et ils se sont rendus compte que les jeux étaient très 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 mal émulés, que les jeux étaient même mieux émulés sur Wii U que sur Nintendo Switch. On a l'exemple par exemple de Ocarina of Time où la texture est vraiment... Alors les gens ont comparé entre la Nintendo 64, la Wii U et la Switch, et le plus dégueulasse est bien sûr sur la Switch. Donc il y a pas mal de problèmes de ce style-là. Il y a notamment un input lag. Donc quand vous appuyez sur un bouton, il y a un petit délai pour que Mario saute par exemple. Sur la Switch, il est vraiment très élevé, donc c'est un petit peu déconcertant. Il y a aussi le netcode qui est à la ramasse. Par exemple, vous pouvez jouer en ligne à Mario Kart 64 et en fait les gens ont un petit peu regardé ce qui se passait derrière et en fait ce qu'il y a, c'est que le netcode est très très pourri parce que tout le monde doit tout le temps être interconnecté avec tout le monde et apparemment il y a beaucoup trop de données qui se transfèrent entre les gens et du coup s'il y a une personne qui lag, tout le monde lag et en fait bon voilà, le netcode est vraiment horrible. Enfin voilà, donc tout ça fait qu'il y a d'autres problèmes encore auxquels j'ai pas tout à fait tout compris, mais en tout cas il y a beaucoup de problèmes avec ces émulations qu'ils ont un peu essayé de remettre. Mais enfin, c'est le réseau Nintendo aussi de base qui est pourri. Peut-être que le réseau Nintendo est pourri aussi de base. Mais en tout cas, tout fait. Après l'émulation, ils auraient quand même fait un effort, quoi. Donc voilà, alors sur Twitter, il y a pas mal de trolls, de gens qui... Il y a un mec qui joue sur son MacBook, qui fait « Ah bah, elle marche très bien l'émulation !» Donc il y a plein de gens qui rigolent un petit peu de ça. Il faut savoir aussi qu'il y a le contrôleur Nintendo 64 qui est sorti. Oui, j'ai vu Et ça. malheureusement, les scalpers s'en sont emparés. Et donc, si vous voulez, vous pouvez les retrouver à 170 € sur eBay. C'est cher quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais si on compte en chiffonnette, ça va. En chiffonnette, ça va. Année suivante. Vers l'infini et... Vers l'infini. Et... Alors, il faut savoir qu'il y a un spin-off de Buzz Éclair qui va sortir. Je vous recommande d'aller voir la bande-annonce. D'ailleurs, j'ai mis le lien, je crois, dans les news. S'il y a un des comparses, peut le mettre dans le chat. N'hésitez pas à le voir après. Et en fait, avant de rencontrer Woody et ses amis, Buzz s'est envolé vers l'infini et l'au-delà. Et c'est l'histoire que ça va raconter, en fait. Donc, voilà. Pour tous les fans de Toy Story qui, après, je crois qu'il y a 4 ou 5 épisodes de Toy Story, qui pensaient avoir dit adieu en fait à la série Toy Story, parce que bon, après ils étaient tous intéressants. Bon voilà, il y a une nouvelle saga qui a été lancée, qui est une espèce de spin-off sur
buzz éclair. Et le style, c'est pas un style de dessin comme dans Toy Story, c'est un dessin un petit peu plus adulte. Donc je me demande un petit peu qui c'est que ça cible. Est-ce que c'est pour moi, je pense que c'est c'est la continuité. c'est de les ce qu'on gens, regardait avant. c'est les gens qui ont grandi avec Toy Story, qui maintenant sont des adultes et du coup ils ont fait un dessin animé. Comme tout Disney, Comme tout c'est Disney. toujours la même chose. Ouais, c'est vrai. Ils créent un manque et puis ils reviennent. Et... Voilà. Et du Et tu coup, réachètes. je trouve que c'est très très bien. En tout cas, la bande-annonce donne envie. À voir un petit peu. Moi, je pense que je sais pas si j'irai voir au cinéma, mais en tout cas, s'il sera sur Disney+, je pense que je le regarderai sur Disney+. Bah oui. Voilà. Nous suivante. Mini frigo Maxi Scalp. Et oui, il faut savoir que Xbox a sorti ce qui à la base était une blague, donc les gens trouvaient que sa Xbox ressemblait quand même à un frigo, et ben ils ont dit bon chiche, on va vraiment faire un frigo, donc ils l'ont fait. Il faut savoir que c'est un mini frigo qui permet de tenir 12 canettes dedans, qui était précommandable à $99 ou 89 pounds. Donc 4 chiffonnettes quoi. C'est des canettes nouveau format quoi. C'est pas les Oui, canettes. c'est les canettes, c'est ça, Les c'est les canettes de cette canettes, taille-là. tout à fait, voilà, les grandes canettes, vous savez qu'on a un peu partout. Et malheureusement, les scalpers s'en sont emparés, comme tous les trucs un peu comme ça. Et vous pourrez le retrouver sur eBay à la modique somme de $1332. 337 euros, pardon. Voilà, donc les gens exagèrent vraiment. Enfin, voilà, Mais de nouveau, 1337, ça veut dire lit. De quoi 1337, c'est lit. Comment lit Lit. Bah oui. C'est pour ça que c'est La 1337. capacité du frigo en litre. Non. Ah, Non, lit. Lit. L-E-E-T. Lit speak. je comprends pas. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. On en parlera dans un prochain Geeks C'est League. quoi mais il faut en parler, c'est quoi? Il y a une Mais blague? Lit speak, c'est Lit speak. Enfin. Elite, quoi. Enfin, IT, tu vois. Je comprends rien. C'est un truc Non, d'informaticien. ils disent mais- n'importe quoi, c'est des litres. Non. En frigo, c'est des litres. En fait, quand tu vas 1337, tu le remets à l'envers, c'est écrit lit. Ah d'accord. Comme quand t'écris avec ta Ouais, calculette oups. Elbez. En gros, avec tu les gueules, changes quoi. certains caractères par des chiffres, etc. Et quoi alors? Du coup, c'est une blague ou c'est... Bah, à mon non, avis, mais c'est. c'est probablement une blague parce que si le bazar coûte 100 balles et qu'ils le mettent à lit, soit ça. À mon avis, c'est une blague. Hein. Mais après- j'ai été voir moi-même et j'en ai vu plein super chers. Ça, c'est la plus chère que j'ai vue, mais il y en a vraiment des trucs super chers à 400-500 balles, quoi. Mais Ouais, peut-être ça, que ça, ça, à c'est mon une avis- blague à 1337 Celui-là, ou oui. l'inverse. Mais à mon Celui avis, qui avait oui, affiché ce 500 prix-là balles, ça faisait m'étonne- une blague. 500 balles, ça m'étonne pas que ça soit D'accord, aussi cher d'accord, que ça. ok. moi, Donc, je il y a Je des pense que gens- c'est Yves ou Grumpy qui l'ont vendu, Non, celle-là. non. Non, et après, c'est trop drôle. Les frais de port, c'est 69. Oui. Lit et 69. Je crois que On va écouter. pur geek. Voilà. Alors, Internet, quoi. du coup, voilà, je n'ai pas compris la blague C'est du du mec. troll d'internet. C'est du troll Mais d'internet, en mais même il temps, y en a vraiment Wally, des très chers. jusqu'à peu, tu ne savais pas ce que c'était un rickroll, donc. Et je crois que j'ai oublié même. Ah si, je sais ce que c'est. Non, je sais ce que Il va c'est. te le renvoyer. Je ne savais pas ce que c'était, en effet. Maintenant, j'ai déjà refait la Comment t'as blague. pu passer à côté de Mais ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement. Je ne sais pas du tout, vraiment. Non, mais écoute, c'est juste, ça m'a tapé dans l'œil. Ah, mais tu vois, moi, je n'ai pas réalisé. Mais j'ai été voir moi-même et j'en ai vu à 400-500 balles. Oui, ça probablement, oui. Allez, nous suivons. Faut le trouve plus nulle part. Le vent tourne pour Blizzard. Et oui. Ah oui, mais Evolution Man n'avait pas compris non plus. Je suis pas le seul, hein. Mais c'est des blagues de vieux d'internet en fait. Ah, je crois. d'accord. C'est pour ça. D'accord. Allez, C'est dédicace les débuts d'internet. dédicace à vous, les vieux d'internet. Pas de BlizzCon cette année pour Blizzard. En effet, ils ont préféré se recentrer sur eux-mêmes. C'est Bobby Kotick qui a posté ça. Faut savoir que pour l'instant, Blizzard, ils ont pas le vent dans le dos. Ils ont été secoués par pas mal de dramas, notamment avec les histoires d'harcèlement, les histoires, toutes ces histoires d'harcèlement, les jeux Diablo 2 qui a plein de bugs, WoW qui est un petit peu dans la vague creuse, on va dire pour l'instant, Overwatch qui est complètement largué, on sait pas où ils vont. Donc c'est vraiment compliqué pour l'instant pour eux. Donc du coup ils ont pris la résolution de ne pas faire la BlizzCon. Je pense que c'est mieux parce que de toute façon ils se seraient fait défoncer. À ce point-là, Ouais, ils n'ont pas fait l'événement annuel Non. qu'ils font chaque De toute façon, ils fois. se seraient fait défoncer par tout le monde. Personne n'est content d'eux pour l'instant. Les joueurs de WoW sont pas contents. Les joueurs de Diablo, ils sont fâchés et ils vont dire quoi? Regardez, Diablo Immortel sur votre téléphone. Microtransactions. Je vois Et bien je crois le que les mecs vont problème. brûler le stand de fonction de nous Diablo 4. C'est Donc voilà, ça. je pense qu'il vaut mieux qu'ils fassent rien pour l'instant et Ok. qu'ils se fassent un peu oublier quoi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour les news tech de cette semaine. C'est pas mal. C'est pas mal hein, déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Qui c'est qui veut faire son petit coup de cœur, son petit coup de gueule? Moi je veux bien. D'accord. Allez, coup de cœur, on sait. Oula, double Oula. clic. Double clic. Là. Du coup, on n'a plus de musique. On a plus de musique.
Vas-y, Grumpy, je t'en prie. Alors, mon coup de cœur, c'est Timberborn. Donc, c'est un jeu disponible sur Steam et plein d'autres endroits où on trouve des jeux. C'est un jeu de gestion, tout ce qu'il y a de plus standard. Et le principe, c'est qu'on gère des castors qui doivent construire des barrages, etc. Le gros du jeu, c'est surtout de la gestion de où se situe l'eau et le niveau d'eau, puisque c'est ça qui nous permet de faire des cultures, de faire pousser des arbres, etc. Et donc de nourrir nos castors, de construire des plus gros barrages et de s'amuser à ça. Le jeu est vraiment très chill, ça permet vraiment de se détendre, il y a une chouette petite musique. Et alors le gros truc que je trouve vraiment super bien fait, qui, quand on regarde les vidéos YouTube des gens qui y jouent, c'est la gestion de l'eau. Parce qu'il y a vraiment le moteur de rendu des niveaux quand on ouvre un barrage ou quoi, ou quand il y a l'eau qui arrive, les ondes que ça fait, la terre qui devient verte, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien fait. Très agréable et ça tourne correctement sur des machines sans prétention. Donc, il faut juste un peu de RAM et un peu de CPU, mais en termes de graphique, ça bouffe quasi Ça tourne rien. sur un grippin. C'est-à-dire que sur mon PC de dev, il n'y a pas de carte graphique dédiée, c'est une carte graphique intégrée, donc c'est un GPU intégré au CPU, et ça tourne sans souci. Bon, après le ventilateur, il y va, mais le PC il a déjà 4-5 ans je pense, non, franchement ça va bien. Et alors il n'y a pas encore de version native Linux, mais ça tourne très bien avec Proton, qui est le moteur que Steam a développé depuis pas mal d'années, pour faire en sorte que des jeux Windows puissent tourner sous Linux sans trop de difficultés. Donc voilà, petit jeu, donc de la gestion, construit sa ville, etc. Et vraiment très sympathique. Très bien, écoute, je ne sais pas du tout. J'essaierai, je pense que j'irai voir un peu le style graphique déjà. Merci Grumpy. Écoutez, on va passer à la suite. Je vais peut-être pas passer ça directement. On passe à quoi d'abord? Yves, t'es prêt? Ah oui, je peux vous faire lead speak en vitesse si vous voulez. Ah bah oui. Ah bah ouais. Attends, on met le jingle de Yves, attention, c'est le raccord, vous allez voir. Internet des vieux. Alors, nous venons d'en parler, on va parler de Lead Speak. Alors, c'est quoi le Lead Speak? Alors, c'est une petite rubrique faite à l'arrache, donc n'en veuillez pas trop. Le Lead Speak, en fait, c'est le Elite Speak en anglais, littéralement le langage des élites. C'est un système d'écriture utilisant des caractères alphanumériques à la place du ASCII, enfin alphanumérique ASCII, de manière peu compréhensible pour les néophytes, appelés noob, et les déclinaisons qui s'en démarquent. C'est comme les 3 à la place des E? Pas que, ouais, par exemple. Le principe est d'utiliser des caractères graphiquement voisins des caractères usuels. Par exemple, le 5 remplace le S, le 7 remplace le T, et bar underscore bar remplace le U. Ou le K, le pipe. On respecte pas l'orthographe, on respecte pas les majuscules. C'est un système d'écriture qui se retrouve chez certains geeks technophiles utilisateurs de jeux en réseau et de Demoscénor. On n'entend plus trop parler de Demoscénor, mais en gros... C'est pour du langage codé ou du langage... Non, c'est juste pour se la péter sur Caramel. Ah bah j'y arrive. En fait c'est ça, c'est pour se la péter sur Caramel ou se la péter sur les chatrooms en écriture graphique. C'est comme ça qu'on draguait sur Caramel. T'as vu? Moi je lead speak. Alors évidemment ça paraît un peu désuet à l'heure actuelle, mais il faut savoir que le lead speak est né à la fin des années 80 sous l'impulsion des programmeurs informatiques qui écrivaient dans des bulletin boards, des BBS, un moyen qui n'autorisait que l'ancêtre des forums, qui est l'ancêtre des réseaux sociaux. Ça n'autorisait que des informations de type textuel, et donc du coup on tapait un peu n'importe comment, quoi. Voilà. Et ça c'est revenu à la mode maintenant? Alors c'est pas nécessairement revenu à la mode, mais chez Grumpy et Yves. non, on voit de temps en temps les ça des gens, sur Facebook, sur les pseudos des gens, ou alors dans vos mots de passe par exemple, quand vous devez écrire un truc genre il pleut dehors, on va faire il pleut PL 3 dehors et ainsi de suite. Comme ça, ça permet d'avoir des caractères et des chiffres dans son mot de passe et on retient le mot de passe. Et ça, c'est une nouvelle mouvance maintenant je pense que c'est comme ça depuis très longtemps. Maintenant, c'est vrai ça tombe en désuétude parce ça. que c'est
les earliers C'est les d'Internet qui utilisaient ça, et maintenant c'est vrai que Oui, c'est un petit peu Voilà. Nous. ceux qui ont connu ça, voilà. Au et, début, on était sur Internet, les premières chatrooms. Enfin, il y avait IRC à l'époque, plus personne connaît IRC à l'heure actuelle. Et on discutait dans les bulletin boards et dans IRC ou sur les forums. Et cette façon de parler, en fait, c'était compréhensible par une grosse majorité des gens. Mais c'est vrai, quand quelqu'un arrivait sur un forum, il n'était pas du tout. Enfin, il n'était pas au courant et il comprenait Mais les gens rien, en fait. tapaient des pavés en Ouais, let's ouais. speak. Oui, Voilà. il y avait toujours, tu remplaçais des. Ok. Voilà. Bah, après, un petit peu c'est ça sur Facebook c'est pas très aussi. compliqué. hein. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste en fait, ici, on a un tableau de caractères. Donc Genre, ça, t'as pas connu les années 80, si t'as pas rembobiné une cassette avec ta bobine, c'est un peu le même délire, mais dans le langage en fait. Un peu, oui, je Bah, pense. dans ouais. le début d'Internet, en fait. Oui. C'est Ouais, tout. ouais, d'accord. C'est simplement alors- ça. en plus, le truc, c'est que le lead speak, c'est un langage à plusieurs niveaux. Donc, vous pouvez écrire la même chose de façon différente, en fait. Un lead, ça peut être L33T, ça peut être 1.3.7, ça peut être le Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un frigo. en fait, ça peut être franchement beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses, enfin, lead 1.3.7, c'est typique, quoi. C'est vraiment le lead speed ou Axor, hacker. Lead Axor et lead hacker. Mais il y a beaucoup de films. Non, C'est mais quoi Il est la un blague petit peu du plus jeune taxeur qu'eux, donc. Mais Non, ça fait. C'était quoi le film encore sur les hackers Je suis le maître du monde. Non, c'était dans James Bond. Mais il y avait un. Bah, Hacker, ça s'appelait le film, non oui, je crois que c'est Hacker, en fait. C'est Hacker, ça s'appelait. Oui. Et il y avait. Comment il s'appelait Il y a des trucs, il y a des mémés avec ça qui sont assez Oui, exceptionnels. enfin bref, Speak, c'est un, enfin, bref. c'est un vieux film qui est vraiment à mourir de rire parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Maintenant, ouais, c'est un peu vieilli, quoi. Un peu. Mais, mais alors, ouais, à l'heure actuelle, on l'utilise pour coder des trucs genre Viagra, V14GR4, Viagra. Ah oui, c'est vraiment pour les vieux au final. Si on tapait Viagra. Mais dans les séries télévisées aussi, parce qu'il y a Numbers, la série télévisée, il y avait un 3 à la place du E. Ah oui, c'est vrai. ouais. Seven avec SE, 7, EN, et ainsi de suite. Non, mais voilà, enfin, c'est. Linkin Park l'a utilisé aussi. En fait, Dans Mr. Robot, on le voit ouais, aussi. dans beaucoup de séries et films où on veut faire des références geeks, Ouais. souvent tu as le 1337 qui revient. Ouais. Que ce soit sur l'heure qui est affichée, les trucs comme ça, c'est des petites références à ça, Mhm. qui est vraiment le début d'Internet et des réseaux. Quoi. D'accord. Donc voilà. C'est un peu comme le 42 qu'on voit parfois. Ouais, voilà. Ouais, 42, Ok. c'est basé sur autre chose. Hein. Oui, oui, mais ça fait partie effectivement, de c'est des références geek, culture la geek. Ouais. base de la culture geek techno. Voilà, alors je viens de reprendre ça de Wikipédia, la rubrique, ah oui c'est le disclaimer, hein. La rubrique vient d'être faite en 2 secondes et demie, et si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez En fait, nous les dire, n'hésitez pas. il va créer un bot. Il va créer un bot qui génère des rubriques. sujets, des rubriques. Voilà. Vous avez un sujet au pif, là, on fait en 2 secondes. Voilà. Bon, et, bah, voilà, et donc j'espère maintenant, que- Yves, tu passes à ta vraie rubrique. Ah oui, mais quelqu'un d'autre veut pas passer entre les deux, ou je Ah, bah, je passe sur l'autre? Comme tu veux, moi, je peux passer. Ah bah tiens, je vais passer ma rubrique. alors. Bah voilà, voilà. Alors, CGU, CGV, GRPD, GPDR, GRPD, cookies, mention légale, politique des données. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Si on veut créer un site, on voit parfois ça en dessous et que ça affiche mention légale, tout ça. On va essayer un petit peu ici de voir plus clair, de voir qu'est-ce qui est nécessaire si vous voulez faire un petit site, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les mentions légales qui permettent d'identifier l'éditeur et l'hébergeur du site. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir des conditions générales de vente si vous vendez quelque chose sur votre site. Hein, si c'est juste un site, un vlog où vous montrez... là, par exemple. Mais si vous vendez quelque chose sur votre site, qu'il soit virtuel ou physique, il va vous falloir des conditions générales de vente. Donc ça, c'est lié à tous les sites e-commerce, sauf si votre site est dédié seulement à du B2B. Donc à du professionnel vers professionnel. À ce moment-là, la loi, on va dire, de commerce qui régit au-dessus et au-dessus de ça, donc normalement, il n'y a pas besoin. Ouais, entre requins, ils savent. Ouais. La politique de confidentialité des données, donc ça c'est tout ce qui est lié au GDPR ou RGPD, c'est la même chose hein, en anglais et en français. Ça c'est obligatoire aussi.
Et en tout cas, si vous utilisez des cookies, si vous utilisez un formulaire, donc en général, vous allez devoir en utiliser. Le GDPR est obligatoire à partir du moment où tu utilises des données potentiellement qu'on C'est peut ça. qualifier de personnelles. C'est ça. Donc à partir du moment où vous avez un formulaire par exemple, de contact, il va falloir ces clauses-là. Et les informations relatives aux cookies aussi, le cas échéant, si vous utilisez des cookies sur votre truc. Donc là, c'est aussi des mentions des cookies mention. Qu'est-ce qui est non obligatoire? Ce sont les conditions générales d'utilisation. Les CGU. Et en fait, ça, c'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé. On va voir pourquoi. Alors, les conditions générales de vente. Alors, moi, je suis pas un expert en vente. Je suis pas alors, bon, globalement, je suis pas un expert en ça, mais j'ai quand même dû Les m'intéresser. CGV. De quoi? Du coup, les CGV. Les CGV. C'est important de donner les acronymes parce que sinon. J'ai dit quoi? T'as pas dit l'acronyme ici, donc c'est donc pour ça que je les le CGV, précise. conditions générales de vente. Alors ça va encadrer les relations commerciales entre les professionnels et les clients. Donc ça va être défini. Voilà. Alors ça, c'est vraiment défini par la loi et ça, c'est vraiment un endroit spécifique. Je pense que si vous devez écrire, après on va un petit peu voir où est-ce qu'on doit aller pour écrire ça. Les CGV, c'est vraiment un truc très spécifique dédié à votre business. Ouais, Donc ça, allez voir un professionnel. Moi, je vais pas vous dire faites ça, faites ci. c'est un Et la truc très juridique ou, enfin, Ouais, c'est ça. tu connais Allez ce voir que un tu fais, il y a c'est des du juristes business, spécialisés là-dedans, et- liés à votre business. Et très mauvaise idée, allez sur Zalando, recopier tout et leur mettre sur vous en changeant juste les numéros et tout ça. Ça, c'est la très mauvaise idée qu'on aurait envie de faire en disant bah, ils l'ont déjà fait. Ça, c'est un peu la mauvaise idée. Ça peut passer, mais je vous le déconseille. Parce que si vous avez un problème et quelqu'un sort contre vous, c'est là on va aller voir ça. Et si c'est pas à jour, on va faire ah mon salaud. Voilà. Alors, il y a un peu un gloubi-boulga entre les cookies mention, la politique de confidentialité. Tout ça, on peut le résumer en une page. On a un bloc, on va dire, qu'on pourra résumer en la politique de confidentialité. On pourra mettre les cookies aussi dedans avec. Ça va être tout ce qui est lié un petit peu aux données, etc. Alors ça, donc comme j'ai dit précédemment, alors RGPD, ça veut dire quoi? C'est règlement général. Pardon. Règlement général sur la protection des données. Et on peut aussi entendre GDPR. En fait, c'est la version anglaise, c'est General Data Protection and Regulation. Globalement, si vous êtes en France, vous entendrez GDPR. Et pour le reste du monde, ce sera RGPD. Excusez-moi, je m'étouffe. Ça va mieux. Alors ça, c'est en vigueur depuis avril 2000. Ça a été adopté en avril 2016 et c'est en vigueur depuis le mai 2018. Voilà, donc ça, c'est vraiment obligatoire d'avoir ça sur votre site internet. Alors, pourquoi une telle réglementation GDPR? Tout simplement, c'est parce que maintenant, on a des droits maintenant. On a le droit d'un... Excusez-moi. Non, Donc c'est il vrai perd que, Wally. Droit d'information, d'accès, d'opposition, ne pas faire objet... Enfin voilà, donc on a vraiment des droits à l'effacement, droit au consentement aussi. Donc si vous êtes sur un site, la personne qui va laisser ces données doit vraiment donner son ouais, droit ça de permet consentement. à la Voilà. personne d'être protégée. Ça permet aux personnes d'être protégées et que ce soit plus la foire aux données et aux DB, aux bases de données où les gens se balançaient les numéros, les Mais trucs. c'est les surtout machins. que ça harmonisait en fait les différentes Au niveau de lois l'Europe. au niveau de l'Europe. C'est ça. Et ça a donné aussi un mouvement au niveau mondial, puisque que ce soit aux États-Unis, dans certains États ou de manière générale, ou même en Chine, ils réfléchissent maintenant Ça fait des années. soit à créer un règlement, soit ils ont déjà mis un règlement en place. Par exemple, en Californie, il y a un règlement qui est fort proche, Ah, puis même qui en sur fait, certains points est même plus strict que En le termes de GDPR. géopolitique, tu as plutôt intérêt aussi à ce que chacun se canalise bien, parce que les données sont stratégiques aussi d'une certaine façon. Enfin, on sait rien. Non. Il y a aussi le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer des données, on doit pouvoir voir où vont C'est-à-dire que atterrir. par exemple, tu changes de banque, théoriquement, tu dois pouvoir demander à ta banque de transférer les données qu'ils ont sur toi vers une autre banque et que l'autre banque est capable de pouvoir l'importer plus facilement que si tu dois tout te réinscrire. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, on va te dire, faut te réinscrire toi. Mais, de toute façon, c'est les lois GDPR. Maintenant, même si vous achetez une voiture, vous allez devoir signer des lois par rapport à ça. Là, je me C'est vrai souviens- que maintenant, pour faire un site, du coup, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10-15 ans. Oui, rien faut- que le il va GDPR. falloir se renseigner. Enfin, ouais. Tu peux avoir des problèmes légaux Mais qui tombent ça dépend. dessus si Ça t'es pas dépend si vigilant. c'est un site où tu vas manipuler des choses, des données personnelles ou non. Mais par exemple, Oui, si bien tu as une sûr, section ouais. commentaires sur ton site où les gens peuvent donner une adresse email, tu as déjà des caractères personnels Ouais, c'est et ça. donc tu es censé mettre quelque chose par rapport à la GDPR. C'est ça. Il faut pas être trop dilettant en disant ah, tiens, je fais un truc, un site fun et si t'as un peu de données, ça peut Après, te tomber dessus, non Vous avez quand même très peu de chances d'être contrôlé, d'être Oui, chopé. c'est ça aussi, faut pas être Maintenant, ils vont choper les gros poissons, quoi. Je veux dire, voilà. Alors en Belgique, ça va être l'APD qui va gérer ça, donc l'autorité de protection des données.
qui a pour le rôle donc, justement d'intervenir en cas de violation des règles RGPD. Et en France, donc, c'est la CNIL qui gère ce genre de soucis. Alors, il y a aussi les CGU. Donc les CGU, je vous ai dit que c'était pas obligatoire. Mais les CGU, donc c'est les conditions générales d'utilisation. Mais ça, c'est plutôt recommandé, on va dire. Parce que par exemple, la CGU va permettre que si vous avez un forum, que vous ne soyez pas responsable des propos injurieux qui sont tenus sur votre forum. Vous pouvez vous dédouaner de ça. Par exemple, si quelqu'un publie un contenu qui est protégé par un droit d'auteur, dans votre CGU, vous pouvez vous protéger de ça en disant... Mais si tu ne le fais pas, par exemple, si quelqu'un balance Exactement. une œuvre qui n'est pas publique, vers ton forum, par exemple, tu pourrais te faire poursuivre parce que c'est ta plateforme, du coup, et dans ta CGU, c'est pas... vigilant à ce que tu fais. C'est ça. Aussi, tu peux signaler que, par exemple, tu n'es pas tenu d'assurer le fonctionnement continu de ton site. Si ton site tombe... tu l'as mis dans ta CGU, donc c'est pas grave, tu vois. Alors que si tu l'as pas mis, les gens pourraient, je sais pas, te poser des problèmes. C'est certainement ce qu'ils ont fait avec le dernier jeu de cartes auquel j'avais joué, pas Hearthstone, mais il y en avait un autre assez connu. Aidez-moi. Mais... Allez. Tu en as parlé la dernière fois. Sur un univers de Bethesda. J'ai oublié. C'est pas grave, mais voilà. Et puis là, le serveur est fermé et tu ne peux pas les attaquer, sauf s'ils ont. Peut-être que dans leur CGU, c'était écrit ça. Ouais, voilà. C'est sans doute, j'espère pour eux aussi. Donc voilà. Donc ces CGU, essayez un petit peu de les penser. Alors, il y a des documents pour un petit peu vous aider à rédiger ces CGU. Je vous ai mis après en commentaire. Donc voilà, c'est la direction du site, les droits et obligations de l'utilisateur. Un petit peu, il faut définir ça, et après ça peut être très très large. Hein. Les conditions d'utilisation du forum, par exemple, si c'est un forum, vraiment décrivez où vont vos responsabilités, aussi limitées en tant qu'éditeur, voilà, et aussi par rapport aux liens que les gens vont poster. Donc il y a vraiment essayer de vous blinder, de vous protéger sur vraiment comment les gens doivent utiliser votre site et où sont toute la responsabilité sont sur les gens et pas sur toi parce que tu peux anticiper. Alors, juste quand même une petite précision. Suivant les pays, il y a quand même des différences dans le comportement par défaut. Donc, il y a des pays où il y a une série de choses où on est protégé par défaut et des pays où on est beaucoup plus facilement incriminé. Par exemple, en France, on est beaucoup plus vite considéré comme hébergeur. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre effectivement des conditions générales d'utilisation que dans d'autres pays, parce que hébergeur, ça veut dire que tu es responsable du contenu. Oui, c'est ça. Alors, quoi qu'il en soit, toutes ces règles et tous ces consentements, etc., ces CGU, ces RGPD, ces machins, pour être validés, ils doivent être acceptés par l'utilisateur, en fait. C'est pour ça qu'on a ce petit accepté quand on arrive sur un site, parce qu'en fait, si la personne n'a pas conscience qu'il y a ça dans le site, s'il ne donne pas son consentement sur tout ça, du coup ça n'a aucune valeur puisqu'il n'est pas au courant. Donc c'est pour ça que sur tous ces sites maintenant on a ce petit bouton et vous cliquez sur OK en général parce que c'est justement pour vous faire accepter ces CGU, ces règles, ces cookies, tout ça doivent être acceptés, doit être accepté. C'est pour ça qu'on a cette cage cochée. Alors comment rédiger tout ça? Alors CGV, je vous dis, faites appel à en tout cas si c'est un vrai business, faites appel à un juriste, ça va vous coûter entre 500 et 1000 euros. De toute façon, des CGV, c'est encore de la vente. Donc, oui, c'est ça. Donc, quelque part, peut-être même plus si c'est des grosses boîtes, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'à partir de 500-600 balles, vous pouvez trouver des juristes qui vont faire ça. Ils ont presque ils ont des templates, mais ils vont adapter ça à vous. C'est leur boulot, donc au moins, vous serez blindés. RGPD. Alors, deux façons. Il y a des sites qui permettent de générer des cookies policy, on verra ça après. Ou alors, de nouveau aussi, faites appel à une société ou un juriste qui est spécialisé là-dedans, qui va vous définir, justement, à partir de quand la loi a été mise en place, il y a vraiment des métiers qui sont créés, qui étaient des gens qui assuraient le RGPD de votre site, quoi. CGU, alors là, de nouveau, c'est spécifique parce que en fonction de ce que vous voulez faire ou pas, soit vous ne le mettez pas, et puis si votre site, ça va, ça c'est vraiment non obligatoire. Donc par contre, si vous, ça c'est vous qui voyez. Mais soit vous pouvez le faire vous-même en vous aidant. Il y a des outils, je vous ai mis des outils en ligne un petit peu qui pourront vous aider. Soit vous allez voir de nouveau un juriste qui vous aidera à les rédiger. Soit soit vous en mettez pas. Par exemple, pour vous aider à générer les cookies policy, tout ce qui est RGPD, il y a le site ubenda.com. Alors, comment ça fonctionne? C'est un abonnement, en fait. Je crois que c'est 10 balles par mois, et puis vous pouvez héberger plusieurs sites dessus. Et en fait, tout simplement, ça va venir s'intégrer avec du JavaScript ou d'autres façons dans votre site directement. Et du coup, eux
sont toujours à la pointe de la législation parce que c'est leur métier. Donc vous êtes sûr au moins que tout ce qui est au niveau cookies, tout ça, vous êtes toujours blindé, on va dire. Et en plus de ça, il y a plein de spécificités que vous pouvez rajouter vous-même en plus dans les CGV. Vous pouvez rajouter vos CGU dedans. Donc il y a vraiment... vous avez la bonne base, en tout cas, la base sûre, auquel vous pouvez rajouter vos CGV, vos CGU métiers, on va dire, qui vont venir s'ajouter, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Et en plus, en fonction du pays, il va adapter ces choses. Donc notamment, comme disait la Californie, enfin en tout cas pour l'Amérique, il y a un truc à cocher en plus, je sais, ce genre de choses, quoi. Donc ça va un petit peu s'adapter là où vous trouvez. Alors moi, j'ai testé personnellement Ubenda, ça marche très bien. Niveau template, c'est personnalisable, c'est pas foufou, mais bon voilà, c'est quand même, vous avez changé les couleurs des boutons, vous avez machin. Ça s'intègre très bien à votre site, donc je trouve ça assez quali quand même. Les autres, j'ai pas testé, mais j'ai vu que les gens l'utilisent aussi. Donc il y a Termly.io et il y a aussi Odaxly.com. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment, en cherchant, en faisant cette rubrique, j'en ai trouvé au moins une quinzaine. C'est parce que c'est aussi un chouette business. C'est un chouette business, bah du coup, ouais, c'est 10 balles par mois qui tombent. T'imagines, ça rapporte vite pour pas grand chose. Ça rapporte pas grand chose. Mais d'un côté, on se dit, bon, bah allez, un juriste, ça va me coûter 1000 balles. Là, ça me coûte 10 € par mois, c'est quand même plus facile à gérer, donc ça rentre dans des frais d'hébergement, et puis basta, quoi. Puis après, s'il y a poursuite et que tu as fait appel à quelqu'un d'autre d'externe, ça c'est vrai, sur du les coup, autres. tu pourras dire, bah, des douanes, c'est ça. Un petit peu. Donc voilà, voilà, si vous avez un petit site et que vous voulez être à jour, en tout cas au niveau RGPD, je vous conseille vraiment d'utiliser Ubenda, par exemple. Je sais que récemment il y avait eu des offres assez intéressantes pour pas cher, des trucs à vie. Enfin, ça c'était pas les rater, maintenant c'est c'est trop tard. C'est fini. Ouais, mais voilà, je vous conseille, c'est vraiment bien. C'est un collègue qui m'a montré ça et je le trouve vraiment chouette. C'est peut-être aussi pour ça que du coup, c'est un truc qui m'énerve dans le RGPD. Moi, je trouve des fois, ça dépend sur quel site tu vas, c'est jamais la même mise en page, la même mise en forme. C'est ça. Et finalement, des fois, c'est j'accepte tout, je refuse tout. Alors, faut pas confondre la GDPR et les cookies. Les cookies, c'est ça. Deux choses différentes. Ouais, c'est ça. T'as bien raison, mais c'est vrai, j'ai dû confondre les deux, effectivement. Parce que souvent, le gros bloc qui vient, c'est les cookies. Ouais, c'est ça. Et ça dit à qui ça va être revendu. Voilà. Là, tu peux voir la liste des gens. Et effectivement, normalement, c'est censé... Dans l'idée de la loi, ça avait été quand même pensé pour que ce soit lisible, simple, clair, ouais. compréhensible, et surtout que ce ne soit pas fastidieux pour l'utilisateur. Or, les premiers trucs, quand tu avais 500 trucs de tracking qui étaient mis sur un site, parce que 500 c'est un nombre raisonnable pour des gros sites, ce qui se passait, c'est que tu devais décocher un par un. Ah oui, maintenant, ils ont quand même pensé à mettre un truc décocher tout. Qui est quand même beaucoup plus proche de l'esprit de la loi de base que le reste. C'est mieux, quoi. C'est ça. Okay. Bah voilà, c'était un petit guide simplifié, bien sûr, parce que bon, voilà, il faut que ça aborde assez facilement. Du coup, je vous conseille. C'est une belle introduction. C'est une belle introduction, et si vous voulez approfondir, il y a beaucoup de choses en anglais sur Internet. C'est vraiment. Après, vous pouvez voir directement sur le site de la CNIL ou aussi le site de l'ADP, c'est ça, l'ADP, je sais plus. Leur site est vraiment fourni. Il y a plein de sujets. Enfin, je me suis un peu perdu sur leur site. Il y a beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir un peu si vous êtes vraiment intéressé par ça. Et si vous voulez, si vous êtes commerçant, que c'est pour votre business, contactez un pro, je pense que c'est le mieux. Et au moins, voilà quoi. Suivant le niveau, en tout cas. Ouais, c'est ça. Après, sachez qu'attention, il y a des. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas, avant, il y avait des boîtes. J'en ai connu, j'en connais encore. Des boîtes de web. Plus scrupuleuse. Qui balançaient mais de la merde, tu vois, juste parce qu'il fallait quelque chose. Il y a toujours des gens qui me dis, oh là là, la catastrophe, quoi. S'il y a un problème, ça va, ils peuvent se faire défoncer, quoi. Après, c'est des petits business, des mecs qui vendent des bonbons sur Internet. Faut dire, à ce moment-là, ça va, quoi. Ou qui louent un gîte. Bon, il a déjà ses conditions de vente de son gîte, donc je pense qu'il se blinde un peu là-dessus, mais ouais, quand même, bon, voilà. Ouais, il faut être plus vigilant là-dessus. Un peu plus maintenant qu'avant, quand même. Ouais. L'Internet Far West, c'est un peu fini, quand même. Écoutez, voilà, on fait un petit coup de gueule, Titi. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur. Un petit coup de cœur que j'ai eu assez récemment, c'est une chaîne YouTube dont je vous ai déjà parlé, Al236, et je suis tombé sur une série assez chouette qui s'appelle Stendhal Syndrome, où il balaye un petit peu en fait des œuvres d'art un peu atypiques, en tout cas qui éveillent la curiosité, et il fait chaque fois des capsules assez remarquables, et
Il y a peu d'épisodes parce que c'est qualitatif, donc ça prend du temps à sortir. Mais là, j'en ai enchaîné 2-3. Je connaissais Al 236 sur d'autres chaînes de vidéos. Et là, je trouve ça vraiment chouette. On peut suivre un peu un artiste sur un parcours. Et la dernière que j'ai vue, c'était sur l'île de la mort. C'est un tableau qui est moins connu chez nous en Belgique. En France, je ne connaissais pas le tableau ni de nom, ni en peinture. Mais ouais, l'histoire de ce tableau-là est chouette. C'est un peintre qui l'a peint apparemment 5 fois lui-même. Parce qu'en la peignant, il a su qu'il avait mis le doigt sur quelque chose. Et l'œuvre était tellement assez forte qu'on s'est rendu compte que pas mal d'artistes en sont eux-mêmes inspirés. Il y a un hommage de Dali qui rendait... Et en fait, on se rend compte en recoupant pas mal d'œuvres d'art comme ça que c'est vraiment une œuvre marquante. Donc voilà, l'île des morts d'Al 236, j'ai vraiment kiffé la vidéo. C'est une 50aine de minutes, c'est long, mais il y a plein de belles images, il y a plein d'illustrations. C'est béton, c'est cool, donc un gros coup de cœur pour moi. Redis le nom du... Al 236, c'est Stendhal Syndrome, et le tableau, c'est l'île de la mort. Ok, d'accord. Merci Titi. Avec plaisir. On va passer à la suite. Grumpy, tu veux nous parler de quoi? Je vais parler d'imprimante 3D. Allez, c'est parti. Grumpy. Alors, les imprimantes 3D, ça fait un petit moment qu'on en parle, et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'une fois en parler. Je pense qu'on en a déjà parlé. Oui, on a déjà parlé, oui. Mais je voulais un petit peu refaire un point dessus, et refaire un point surtout d'introduction sur les 2 technologies grand public qui existent, même s'il y en a d'autres qui sont disponibles pour le grand public, mais voilà. Quand je dis grand public, ça veut dire aussi que c'est accessible en termes de prix, à moins de 1000 €. Voire moins de 300 € pour les derniers modèles qui sont sortis. Ouais, puis on a surtout parlé au début, et c'est vrai que maintenant, depuis le temps que ça existe, qu'est-ce qui est rentable ou pas, c'est alléchant. Rentable, ça c'est une grande question, mais en tout cas voilà. J'ai créé 500 pions pour mon jeu de Monopoly. Donc, la technologie d'impression 3D ou fabrication additive, ça existe depuis le siècle passé. Y a certains modèles qui sont sortis dans les années 60, d'autres dans les années 80. Bref, ça fait un petit temps que ça existe. Mais dans le domaine du grand public, c'est que récemment, alors je mets des guillemets à récemment, parce que ça fait déjà quelques années, mais c'est récent quand même. Tout le monde n'en a pas encore. Maintenant, ça commence à se voir. Il y a certaines écoles qui en ont, il y a tous les Fab Labs qui en ont, il y a tous les Makerspace qui en ont. Enfin bref. On est vraiment dans une mouvance où c'est pas débile de penser que dans 10 ans, tout le monde en aurait potentiellement une, tandis qu'au début, on pas spécialement tout le monde, mais voilà, ça généralise en ça devient suffisamment courant pour que c'est comme tu as des gens qui ont une visseuse, il y a des gens qui ont une imprimante 3D. Oui, acheter une imprimante papier ou acheter une imprimante 3D, au final, c'est à peu près le même démarche, on va dire. Oui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Donc, les grands, pour moi, les gens qui ont vraiment popularisé l'impression 3D pour le grand public, ça a été à partir de 2005 avec la RepRap, qui était une imprimante. En tout cas, c'est celles qui ont percé en termes de connaissances en dehors de quelques élus. C'est vraiment celles qui ont parlé en premier. Donc le but de la RepRap, c'était une imprimante qui s'auto-imprime pour se répliquer elle-même. Ok, ouais. Donc c'est vraiment essayer de minimiser, le projet existe toujours, il y a toujours des avancées dans ce domaine-là, mais le but c'est d'essayer de reproduire l'imprimante en imprimant un maximum de pièces, des kits. Il y a des gens qui vendent des kits où tu as toutes les pièces imprimées, plus éventuellement les quelques barres de fer, le circuit électronique, etc. Enfin, ce qui ne sait pas être imprimé. C'est plutôt un projet open source. C'est un projet open source. C'est vraiment le grand-père de la plupart des imprimantes modernes grand public actuelles. Donc c'est vraiment... même les premiers modèles commerciaux à moins de 5000 € sont basés beaucoup sur des choses qui sont sorties à ce moment-là. D'accord. Parce que c'est vraiment le mouvement RepRap qui a initié la venue vers le grand public et plein de choses. Donc le reste c'était calqué un peu là-dessus, quoi. Voilà. Après, il n'y a pas toujours un lien direct, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Et pour ceux qui voudraient se renseigner dessus, c'est reprap.org. C'est sous forme de wiki. Il y a plein de choses intéressantes.
Bref. Et puis, en dehors de ça, la grosse différence qui a fait que c'est venu dans le grand public, c'est la fin des brevets. Parce que la technologie 3D existe, comme je disais, depuis le siècle passé, certaines depuis les années 60, d'autres les années 80. Et puis il y a tout plein de brevets qui sont étalés dans le temps là. Et je pense même qu'à la base, c'est une invention française, mais je ne suis plus sûr. Mais qui est souvent attribuée à des Américains. Mais en fait, parce que les Français n'ont pas été jusqu'au bout dans le dépôt des brevets. Oui. Parce que ça coûtait trop cher. Parce que les brevets, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que c'est vendu très très cher aussi. Bref, c'est un petit détail. Mais je vous invite à aller chercher sur Internet parce que ça vaut la peine de se renseigner sur l'origine de certaines technologies. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Bref, je dévie. Donc la fin des brevets, ça a amené vraiment au sein du grand public la technologie 3D. Quand je dis grand public, c'est d'abord le public connaisseur avant d'arriver jusqu'à nous maintenant. Alors, le but ici de la rubrique, c'est pas de faire tout l'historique ou de s'étaler long et large, mais c'est plutôt de faire un peu, pas un état actuel, mais plutôt de voir quelles sont les deux grosses technologies disponibles pour le grand public, quels sont les intérêts de l'une et de l'autre, un petit peu les gammes de prix de l'une et de l'autre, et pourquoi utiliser plutôt l'une que pour l'autre, sachant que les deux peuvent être utilisés pour la même chose aussi. Alors, je vais d'abord commencer par la technique qui est la plus connue, c'est la FDM, donc la Fused Deposition Modeling. Donc c'est la technologie où il y a un filament de plastique souvent qui vient et c'est déposé sur une plaque et on vient mettre couche par couche et on monte en hauteur. Version lasagne quoi. Ouais, version lasagne. Donc souvent c'est plastique fondu. Alors les premiers modèles utilisaient de l'ABS. Pourquoi de l'ABS? Parce que quand on fait des moules par injection, c'était de l'ABS qu'on utilisait principalement, qui est vraiment un plastique qui a été développé pour cet usage-là. Malheureusement pour l'impression 3D, l'ABS c'est pas top. C'est même plutôt de la merde. Parce que ça dégage pas mal de vapeurs qui sont pas top. Ça fait du wrapping, donc c'est-à-dire qu'il y a les bords qui vont se décoller progressivement du plateau d'impression pour remonter parce qu'avec le froid, ça se contracte. Enfin, c'est pour ça qu'on a des plaques chauffantes à l'époque. C'est pour ça que toujours maintenant, encore plus maintenant, on a des plaques chauffantes. Parce qu'en fait, l'ABS, quand ça a été développé, c'était développé pour les moules à injection où il y a des plaques métalliques qui viennent se mettre l'une contre l'autre. Et pour que ça se détache plus facilement, si le plastique se shrinkait, se rétrécissait, désolé, j'ai les termes en anglais dans la tête, mais si le plastique se rétrécissait, ça s'enlevait beaucoup plus facilement. Et du coup, c'était parfait pour cet usage-là. Mais pour un usage impression 3D où on veut que ça reste constant, c'est pas du tout l'idéal. Ouais. Donc l'ABS, c'est plutôt un plastique qu'on n'utilise plus trop. Et que si on veut l'utiliser, il faut plutôt un caisson isolé, etc. Enfin, c'est vraiment pas le plus facile. Le plus connu, c'est le PLA. Alors, je ne vais pas descendre à quoi correspond quel acronyme, parce que globalement, on s'en fout quand on l'utilise. Si vous êtes fan de chimie, vous irez voir et vous aurez tous les polymachins bidules que vous aimez bien. Vous pouvez demander à Doc, c'est un spécialiste voilà. Mais pour le grand public, le PLA, c'est vraiment le plastique le plus imprimable. Une bobine de 1 kg, c'est entre 20 et 30 euros. En moyenne, il y a des bobines beaucoup moins chères, des bobines beaucoup plus chères. Quand je dis beaucoup plus chères, vraiment beaucoup plus chères. Ça dépend aussi de l'effet que vous voulez. Je crois que j'ai vu oui, c'est ça. Ça va dépendre. Parce que, PLA, ou le nom du plastique qu'on donne, c'est la matière la plus présente. Mais il y a plein d'additifs qui sont rajoutés. Ouais, c'est ça. Donc déjà, il y a les additifs pour les colorants. Mais après, par exemple, on va rajouter des additifs pour faire des particules de bois ou des trucs pour que ce soit plus dur, des particules de métal, enfin de la pierre. Il y a plein, oui. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a vraiment un choix qui est infini. Et vous pouvez aussi demander il y a certaines sociétés qui fournissent des colorants, des coloris ou des gammes custom. Donc, vous pouvez demander qu'ils vous fabriquent des choses vraiment très spécifiques. Donc on peut aller très très loin juste avec du PLA. Et après il y a une gamme énorme d'autres produits, notamment le PETG qui est un autre fort connu qui vous permet, c'est globalement les bouteilles en plastique, donc les PET,
PETG, c'est la même famille, qui est un peu plus compliqué à imprimer, mais qui est par exemple beaucoup plus résistant aux UV, des choses comme ça, parce que le PLA, si vous le mettez à la fenêtre avec les UV, au bout de 6 mois, ça a pu ressembler à grand chose, donc c'est pas l'idéal. La station internationale, ils impriment en quoi? Je n'en sais rien. Je sais qu'ils ont une imprimante 3D, mais... Je sais que probablement que si c'est un usage temporaire unique, tu payes là ou ce que tu Il n'y veux. a pas de gravité, comment est-ce qu'ils font? T'as pas spécialement besoin de gravité. Ah oui, Parce que globalement, quand tu viens imprimer, tu viens pousser les couches l'une contre l'autre. Ouais. Tu fais plus du squish mécanique, qu'autre chose. quand tu appuies sur un tube de colle. Oui, c'est plus ça. Ouais. C'est parce que justement, si tu ne viens pas assez près, en fait, tu as ce qu'on a la délamination, qu'on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que tu as tes couches qui ne collent pas entre elles, Ouais. et en fait, ça ressemble plus à rien et ça ne tient pas. Donc, il faut quand même pousser un minimum une couche contre une couche pour malgré la chaleur pour que ça fusionne. Ouais, et à mon avis, c'est du FDM. Hein. Ça peut pas être du. C'est pas de la résine. Non, c'est pas de la résine Non, et c'est pas de la poudre. Je sais que c'est du FDM. Là, pour l'instant, toutes les technologies qui ont été testées, donc de l'impression style plastique où c'est un filament qui vient, etc. Mais plus de détails, je sais que Quentin, dans le journal de l'espace, en avait parlé il y a pas longtemps en plus. Mais voilà. J'avoue que je me suis pas plus intéressé que ça à ces détails-là. Quentin qu'on avait reçu. Oui, c'est pour ça que je leur parle. Et notre meilleur titré ne peut pas nous donner le numéro de l'épisode. Ah oui, c'est vrai, c'est Méo qui connaît tous les épisodes. Bref, donc des filaments, il y en a toutes les gammes. Le gros avantage du FDM, c'est que la plupart des filaments qu'on imprime sont des filaments qui vont émettre très peu de microparticules, il y en a un tout petit peu, donc il vaut mieux quand même toujours mettre ça dans un local aéré ou dans un local où vous ne restez pas en permanence. Donc si vous faites ça dans une chambre aérée, ou mettez-vous dans un caisson avec un filtre PA et des choses comme ça, mais sinon le mieux ça reste aéré, parce que c'est pas l'idéal, mais il y a vraiment peu de risques. Quand je dis peu de risques, il y a déjà des études qui ont été menées sur certains filaments, effectivement c'est pas top, mais les filaments les plus courants comme le PLA, il y a vraiment très très peu de risques. Oui, faites pas dans votre chambre à coucher, quoi. Ils font quand même les études après avoir vendu les choses. Non, mais c'est normal, c'est une nouvelle technologie, on ne pense pas tout de suite qu'il va avoir des effets néfastes. Je suis pas d'accord avec ça, je ferai d'abord les mais tests, c'est vrai que par exemple, après je vous demanderai mon truc. Non, mais on est un ado. On a l'occasion d'avoir une imprimante 3D, on a économisé, c'est super cool. Franchement, j'aurais adoré avoir une imprimante 3D. Oui, d'office, c'est chouette. Et c'est clair que ça aurait été dans ma chambre. Mais il faut penser à aérer, c'est tout. Alors après, il existe des caissons qu'on peut fabriquer, on met un filtre, etc. Mais ça coûte plus cher que l'imprimante. Donc, aérer, c'est bien. Tu ouvres ta fenêtre. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour les matières et un petit peu les risques. Et niveau accessoires actuellement, si on prend dans les dernières imprimantes qui sont sorties, il y a quelque chose qui se passe sur le chat, c'est ça? Non, rien. C'est Yves qui s'amuse. Ok. Au niveau accessoires, globalement, ce qu'on va retrouver sur une imprimante FDM classique dans les bas prix, c'est dans les dernières qui sont vendues, on va retrouver l'équivalent d'un Bell Touch, donc un truc qui permet de mettre à niveau plus facilement son bed, donc le lit sur lequel on imprime. On va retrouver un détecteur de fin de filament, donc quelque chose qui va nous signaler que la bobine d'impression arrive à la fin et que du coup il faut en mettre une nouvelle et l'imprimante va s'arrêter au lieu d'imprimer dans le vide et que vous devez tout recommencer depuis les zéros. Et plusieurs autres outils divers et variés qui vont globalement vous aider à automatiser un maximum. Par exemple, on peut citer Octoprint, qui est un petit serveur que vous installez sur un Raspberry Pi ou un PC normal, qui vous permet de piloter à distance votre imprimante. Maintenant, il y a même des imprimantes qui ont ça intégré de base, voire un petit serveur intégré de base qui vous permet de le contrôler à distance, etc. Donc ça, c'est juste pour avoir une idée. Alors, il y a quand même un petit truc qui va différencier dans tous les modèles FDM, sur lequel beaucoup de gens vont s'écharper parce qu'ils ont leur avis, c'est est-ce que c'est Bodentube ou Direct Drive. Donc c'est-à-dire que quand on imprime, par exemple si on imprime en TPU qui a un filament souple, il vaut mieux un Direct Drive. Pourquoi ? Parce que le Direct Drive, globalement, le filament va être poussé directement dans la tête d'impression et dans le bloc de chauffe.
Et donc, vu que c'est un filament souple, il ne va pas avoir d'effet yo-yo dedans. Parce que quand on imprime, il y a des moments où on va pousser le fil dans la tête de chauffe pour que ça s'écoule. Puis il y a des moments où on va relever le fil pour pouvoir aller plus loin, ne pas avoir une longue traînée de plastique fondu. C'est ces allers-retours en fait qui fait qu'il faut quelque chose qui soit au plus proche de la tête de chauffe pour éviter que ce filament qui est souple se plie et bloque en fait tout le système. Mais par exemple, si jamais vous n'avez pas de filament souple, que vous ayez du direct drive, du Boden tube, le Boden tube, j'ai pas expliqué ce que c'était, c'est on a la tête d'impression avec le bloc de chauffe et le moteur d'extrusion, donc le moteur qui pousse le filament, qui sont déportés. Ce qui permet d'alléger la tête d'impression. Ouais. Parce que vu que la tête d'impression, dans la plupart des modèles d'imprimantes FDM, elle bouge, plus on a de poids, plus il y a de l'inertie et des choses comme ça, et donc potentiellement des mouvements mécaniques, plus il peut avoir des problèmes. Donc si on déporte une partie à l'extérieur, ça permet d'avoir une tête qui est un peu plus rapide, qui demande moins de précision, etc. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes dans le passé. Actuellement, on s'en fout un peu. C'est juste si vous voulez imprimer du filament souple, je vous conseille plutôt d'aller vers une imprimante qui fait du direct drive. Mais voilà, il y a tellement de nouveautés qui sortent qu'honnêtement, même dans des bonnes tubes, parfois il y a moyen d'imprimer sans trop de soucis du filament souple. Et dernier petit truc, c'est qu'il faut garder vos bobines de filament à l'abri de l'humidité parce que la plupart des plastiques vont prendre de l'humidité. Alors du PLA, ça va encore. Alors à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc quand je parle de la lumière, c'est rayons UV. Parce que comme j'ai expliqué, le PLA, ça se dégrade avec le soleil. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention, mettre dans des sacs plastiques, dans une boîte avec des sachets dessicateurs qu'on trouve dans les boîtes de chaussures, dans les machins. Enfin, on trouve ça partout. Voilà. Les trucs qui est marqué ne pas bouffer. Donc silicate, etc. Vous mettez ça dans une boîte en plastique fermée et c'est bon. Mais spécialement, par exemple, si vous avez du filament nylon, qui a un truc qui bouffe directement l'humidité, et alors après c'est impossible d'imprimer des trucs corrects avec. Donc il faut passer au déshydrateur ou au four. Enfin bref, vous faites chier pour pas grand chose. Donc si vous protégez bien vos filaments, vous pouvez les garder un certain temps sans souci. Après un certain temps, ce qui va arriver, c'est que parfois ils vont s'abîmer parce qu'ils ont pris l'humidité ou le soleil, machin. Donc faut parfois, il y a des trucs pour un petit peu les rajeunir. Je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Mais voilà, ça c'est globalement pour le FDM. Donc j'ai essayé de passer en revue un petit peu les pour, les contre, ce que c'était. Maintenant je vais parler l'autre partie qui est la SLA, donc l'impression résine. Donc là c'est très différent. L'impression résine, c'est une autre technologie. C'est aussi la fabrication additive, mais au lieu d'être une tête qui va bouger sur un plateau ou un plateau qui va bouger sous une tête, peu importe, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une plaque qui va avoir l'impression, et cette plaque va monter au fur et à mesure. Et cette plaque est dans un bac où il y a de la résine, donc un liquide. Et avec de la lumière UV pour la plupart des technologies. À la base, ça a été fait avec du laser, mais dans les grands publics, c'est vraiment avec lumière UV. On va en fait polymériser chaque fois une fine couche de cette résine sur la plaque, et au fur et à mesure, la plaque va monter, et donc on va avoir nos différentes couches qui vont s'imprimer, et on va avoir notre truc. Quel avantage de la résine du coup ? Alors, la grosse différence de la résine, c'est que la vitesse, en fait, va dépendre de la hauteur. La résine, c'est plus il y a de couches, plus ça va être long à imprimer, puisque il va falloir faire ça. Mais on peut déterminer très facilement le temps d'impression en fonction de la hauteur. Par contre, la FDM, le système va devoir se déplacer, que ce soit la tête ou le plateau ou les deux. Ça va devoir se déplacer, et donc le temps d'impression va dépendre plus du nombre de mouvements, qui est très compliqué à calculer. Et donc, si vous voulez quelque chose qui est plutôt rapide, moi je vous conseille résine. Si vous voulez quelque chose de pas spécialement plus rapide, mais différent, je vous conseille plutôt FDM. La grosse différence de la résine, hormis ce côté déplacement et temps d'impression, ça va être que la résine, ça va nécessiter des protections beaucoup plus poussées.
Vous allez vraiment avoir besoin de matériel de protection, vous allez besoin d'avoir un masque, parce que la résine est toxique, elle peut abîmer vos bronches, etc. Suivant les compositions, il y en a même qui sont... Voilà. On va passer les détails, mais voilà, je ne vous le conseille pas. Il faut des lunettes de protection, parce que si ça arrive dans l'œil, la plupart, vous devez aller aux urgences. Il faut non. des gants. Moi, j'en ai dans les yeux, ça va, c'est bien passé. Tu peux risquer quand même de devenir aveugle, quoi. Oui, non, mais... Voilà. Mais il y a la précision aussi qui change. Hein. Tu vois, Oui. tu vois Non, plus mais d'un œil, mais non, mais ça va. je vais venir. Mais là, je suis sur les... Elle va encore bien. Plus les trucs de protection. Il faut aussi des gants en nitrite, donc pas des gants en latex parce que suivant la composition de la résine, les latex peuvent être attaqués. Il y a Doc qui dit les monomères, c'est pas toujours sympa. Oui. Mais oui. Polymère, monomère. Ouais. Et la résine, globalement, c'est très très variable d'un fabricant à l'autre, la composition. Donc on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc si vous imprimez des objets qui doivent être manipulés même après avoir été de ce qu'on appelle curés, donc c'est-à-dire polymérisés, il y en a certains où on sait qu'il y a certaines formules qui ont été changées par les fabricants parce qu'on a remarqué que c'est toxique. Les figurines que t'achètes aux Chinois, tu dois Ouais. tellement le cancer. C'est tellement le cancer que t'achètes. Et C'est vrai. autre aspect de la résine, après je vais quand même parler des avantages parce qu'il y en a beaucoup. Autre aspect, c'est qu'une fois que vous avez imprimé, vous êtes obligé de finir de la nettoyer d'abord. Donc c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez imprimé, vous le passez à l'alcool isopropylique, donc soit dans un bac, soit dans une station qui va diffuser un nuage, pour en fait enlever les restes de résine qui colleraient là où ça n'a pas été polymérisé. C'est des tas de plaques quand tu commandes des pseudo Game Workshop en Chine, ils respectaient pas. tu vois. Et après, tu dois encore passer dans les rayons UV. Qu'est-ce que tu fais des déchets du coup? Tu les remets dans la... Il n'y a pas de déchets. Bah si, il doit y avoir alors, des déchets. ce qui est donc pour les, je vais venir aux déchets après. Ok. C'est un point que Mais- j'ai noté. Les Attends, déchets, attends. les bouteilles qui contiennent la résine, tu veux dire? Mais non, mais Non mais Tu je vas vais, avoir des je déchets, vais de- parler du nettoyage déchets après. C'est un point que j'ai oublié très important. Ouais, mais il n'y a pas de déchets dans la résine. Si, attends, on va y revenir. On respecte la structure et on fait vas-y. Oui. Non mais ça, parce que sinon... Sinon tu vas perdre voilà. le fil, oui, d'office. Donc, nettoyage. Alors, le gros avantage de la résine, ça va être, comme j'ai dit, la vitesse, ou en gros, la grosse différence. Peu importe la taille, c'est surtout la hauteur d'impression qui va changer le temps d'impression. Le reste, c'est constant. La qualité, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de détails. Il y a 2 ans, je disais tout l'inverse, parce qu'il y a 2 ans, c'était encore le cas, mais actuellement... il y a des imprimantes, vu que ce qui projette la lumière, c'est un écran de PC, OLED, etc. Enfin, suivant les marques, il y a de l'OLED, du LED, du machin, du bidule. Enfin, il y a une diversité qui est énorme, mais il y a surtout du 4K, il y a même des imprimantes 8K. Donc en termes de précision, on a vraiment quelque chose d'hyper détaillé. je sais que les gens qui impriment des figurines ont ça en général. Maintenant, honnêtement, l'impression de figurines, c'est vraiment sublime. On arrive vraiment à des choses vraiment magnifiques et pour un temps tout à fait raisonnable. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et justement, l'autre gros avantage, c'est que on peut imprimer des choses avec beaucoup plus de précision, des choses qui ont des angles très biscornus, qui sont très compliqués dans certains cas à imprimer avec du FDM. Le FDM, on va plutôt regarder la solidité ou des choses où on veut moins de détails, à l'heure actuelle, hein, parce que c'est quelque chose qui Il évolue faudra dans faire le temps. plus de structure peut-être aussi avec le FDM, de soutien. Par exemple, si tu veux imprimer des décors, moi je viserais plus du FDM, parce que simplement tu peux faire des choses qui sont déjà beaucoup plus grandes, parce que les imprimantes FDM, il y en a qui ont un volume d'impression qui est assez affolant, mais la solidité de ce que tu imprimes et la diversité des matériaux disponibles fait que actuellement c'est pas du tout comparable avec la résine. J'ai un ami, ouais. il combine les deux pour faire les figurines. Oui. Donc, par exemple, il veut faire un char, il va faire le bloc en FDM. Mhm. Et les petits détails qui vont venir sur les canons, Ouais, les cols, les etc. trucs comme avec ça, le- tout ça, il le fait en résine du coup. Et du coup, il combine un peu quoi. Alors, ouais, ça j'ai dit. Alors, la grosse différence, si jamais vous devez choisir entre les deux, quand on va plutôt utiliser la résine, quand on va plutôt utiliser le plastique, donc le FDM,
Ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez en faire. Si vous visez... Alors, bien sûr, les deux peuvent être utilisés pour la même chose. Soyons clairs, tu as des imprimantes FDM maintenant qui font des choses très précises, mais par rapport à ce que fait la résine actuellement avec une imprimante Wikia, c'est incomparable en termes de précision. Mais globalement, si vous voulez de la précision, de la facilité, de la rapidité, moi je vise résine. Mais il y a le côté danger qui est quand même là. Et j'insiste un petit peu dessus parce que beaucoup de gens le sous-estiment. Et même les youtubeurs, souvent on voit ils n'ont pas de masque ou ils manipulent ça comme des sagouins, ils en foutent partout. Faut vraiment faire gaffe. Donc, il y a vraiment de la protection réelle, des dangers réels qui sont là. Alors bien sûr c'est pas une fois, mais c'est à répétition que ce genre de truc, ça va vous mettre des trucs et c'est sur de long terme. Il y a Doc qui dit que Yves, ok, il a réparé son œil tout seul, mais non, il entend très bien avec. Voilà. Et pour l'imprimante, et c'est là, FDM, pardon, là, moi je dirais c'est le côté diversité des matériaux qui est super intéressant. Le côté prix des matériaux, parce que la résine est quand même plus chère, surtout sur des résines un peu spécifiques. On est vraiment plus cher que du plastique. Mais justement, le côté résine, solidité. plastique, pour moi, la résine, c'était du plastique. Oui, mais c'est un plastique différent, c'est un polymère. C'est dans la différent. façon dont c'est fondu ou c'est associé. Mais, voilà, okay, mais non, c'est différent. Jamais que soit, okay, c'est différent. Mais pareil. Je rigole parce qu'il y a Doc qui fulmine derrière son écran parce que lui, il est docteur en polymère. Oui, il avait qu'à être là. Je suis désolé, les absents ont tort. Mais toujours est-il que globalement, les FDM est beaucoup plus compliqué, elles demandent beaucoup plus de maîtrise technique parce que tu as plein de paramètres que tu peux régler, etc. Alors qu'en SLA, donc en résine, globalement, tu vas découper ta pièce, tu vas dire à l'imprimante d'imprimer et tu vas avoir un résultat qui va quasi être identique d'une fois à l'autre, ce qui n'est pas le cas du FDM. Donc tu as vraiment une régularité, une précision, une facilité, etc. Mais tu as ce côté danger qui est là. Il y a Myrène Ulias sur le chat qui dit tu as aussi la résine et la puissance de lampe UV qui va déterminer le temps d'impression pour une impression résine. Donc la résine, vu que c'est ça, en tout cas la technologie, j'insiste grand public, donc celle qui est pas chère, parce que des imprimantes résine, il y en a une gamme énorme, donc celle en dessous de 1000 € globalement, c'est effectivement la puissance c'est une lampe UV, donc il y en a qui c'est faible là, il y en a d'autres ça vous décape. Qui va faire que ça va curer plus vite, donc ça va se polymériser plus vite. Il y a aussi la formule de la résine qui va changer beaucoup. Bref, il y a tout ça qui va changer. En termes de déchets, nettoyage. Alors, quand on fait l'impression 3D, le gros truc qu'il va avoir, c'est qu'on va avoir besoin de support. Donc, c'est-à-dire que quand on a des formes avec des membres qui sont dans des angles atypiques, il faut que ce soit rattaché au reste si jamais on veut que ce soit imprimé, parce que vu que c'est du couche par couche, si c'est dans le vide, il faut mettre ce qu'on appelle un support, donc c'est-à-dire un bout d'impression qui va relier au reste. Un échafaudage. Voilà, un échafaudage. Dans le cadre de la résine, en général, les supports sont beaucoup plus faciles à mettre, déjà. On va trouver des modèles, par exemple si on veut des figurines, on va trouver des modèles qui sont pré-supportés. Donc il y a déjà des supports qui sont inclus dans le modèle. Comme ça, il n'y a même pas besoin que le logiciel le calcule pour vous. Mais ça, il faudra éliminer. Pareil, quand on fait du FDM, il va avoir besoin de support. Et souvent, il y a besoin de beaucoup plus de support quand on fait du FDM que quand on fait de la résine. Parce que voilà, c'est la technologie qui veut ça. La manière dont on va éliminer ces déchets, actuellement, c'est le bordel. Pourquoi c'est le bordel ? Parce que par exemple, quand on imprime avec du FDM, on ne sait pas exactement quelle est la composition. C'est du PLA majoritairement si on imprime en PLA, mais il y a d'autres composants avec. Donc par exemple, les parcs à recyclage, en général, n'acceptent pas. Ah oui. Donc ça va finir, même si vous le mettez dans un sac pour les plastiques, ça va probablement finir à l'incinérateur. Donc il y a quand même... il faut être conscient de ça, c'est qu'actuellement c'est le bordel. Si vous imprimez beaucoup, il y a certaines sociétés qui maintenant commencent à faire des plastiques recyclés, donc du RPLA, du RPETG, enfin, vous voyez le R qui est mis quelque part dans l'acronyme, que ce soit au début, à la fin, au milieu, peu importe. Il est jamais là quand il faut. Dans ce cas-là, il y a effectivement des sociétés qui vont éventuellement vous reprendre, mais il faut que vous soyez sûr
de fournir quelque chose de cohérent, etc. Enfin, bref. Et par exemple, quand tu nettoies, tu dis qu'il faut mettre de l'alcool, mais ce petit résalcool. Alors, donc là, je parlais du FDM, d'accord, pardon, ouais. et c'est là. Alors, on doit nettoyer effectivement une fois qu'on a imprimé une pièce, on va utiliser l'alcool isopropylique pour enlever la résine non polymérisée, ou enlever en tout cas une grosse partie. On va pouvoir réutiliser cet alcool plusieurs fois. Cet alcool est un déchet chimique, puisqu'il y a de la résine qui est mélangée à l'alcool. Donc on ne peut pas le balancer comme ça dans l'évier, comme un gros sagouin. Voilà. Il faut l'amener au parc à conteneurs avec les déchets chimiques. Il y a toujours une section peinture, machin, bidule. Normalement, ça va quelque part là-dedans. Il y a un truc pour les polymères, pour les déchets chimiques. Ça, normalement, ça doit pouvoir être mis dans les parcs à recyclage ou Sauf pas balancer dans les égouts. voilà, pas balancer dans les égouts. La partie alcool, on s'en fout. C'est vraiment la partie résine qui est diluée dedans qui est problématique. Mais c'est un des problèmes de l'industrie, l'industrie grand public de l'impression 3D. C'est ce côté recyclage. Il y a Volution Maître qui pose une question. Mais quelle est l'utilité, ça ne reste pas un peu gadget pour le grand public, hormis d'imprimer des figurines, quelle est l'utilité pour un particulier? Alors déjà, imprimer les figurines, ça justifie tout. Mais ensuite, le prix est largement remboursé. Alors, je ne vais pas parler du prix des imprimantes, je vais répondre à la question tout de suite. Mais par exemple, pour une imprimante plastique correcte, grand public, on est entre 200 et 300 euros pour des trucs où il y a tout inclus. Donc, détection de filaments, calibrage, machin. On est vraiment dans... C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Et c'est là, c'est encore moins cher. Et c'est là, maintenant, est devenu moins cher. Ouais. Ce qui y a peu, c'était pas le cas. Okay. On commence... 100 euros. On peut commencer à 100 euros. Alors, pareil, en FDM, il y en a à 100, 150 euros, mais c'est de la merde. En SLA, les premiers prix 100 euros, ça marche. Hein. sont fonctionnels. Moi, Par contre, j'ai une ouais. SLA, donc j'ai une SLA à 100 balles. Ça marche très bien. Ça fait tout ce que je veux que ça fasse. Mais je pense que 4K, c'est quand même minimum 200-300. Ouais, c'est pas du 4K. Hein. Et tu Mais fais quoi avec c'est du 1080p. Et franchement, j'ai déjà des Donc résultats du meilleurs. HD pour 1080p, c'est Ouais. HD. J'ai des résultats qui sont meilleurs que le FDM que Ah, j'avais avant. oui. Donc, non, mais c'est très bien pour faire des figurines. Là, j'ai fait un R2D2. Mais pas que, hein. J'ai fait des boutons pour un ampli aussi, parce que j'avais des boutons cassés sur l'ampli. J'ai fait une gâchette pour une agrafeuse électrique. Enfin, c'est des petites pièces comme ça de remplacement. On trouve un peu tout sur Internet, des modèles déjà préfaits qu'on n'a qu'à rentrer. Justement, là-dessus, j'allais répondre, c'est que, en fait, dans votre vie quotidienne, vous allez trouver de l'usage, pas spécialement pour vous, mais aussi pour des gens que vous connaissez. Par exemple, ma mère travaille de temps en temps dans une librairie en support. Le dérouleur du papier collant, le truc au milieu, il y a toujours un truc qui pète. Et du coup, il rachète toujours l'ensemble du bloc. Et moi, je lui ai imprimé la petite pièce qui va au milieu du papier collant et qui pète à chaque fois. Et ça, j'ai trouvé des milliards de modèles sur Internet parce qu'il y a plein de sites qui ont... Vous cherchez... modèle 3D, vous allez trouver plein de sites, il n'y a même pas besoin de donner des noms, voilà. Et je vais imprimer le truc, je vais imprimer 3-4 exemplaires et voilà. Alors le truc c'est que si vous imprimez en résine, tantôt je l'ai dit, ça demande moins de technicité, donc vous allez imprimer, ben voilà. Si vous imprimez en FDM, le sens d'impression, la température d'impression, le plastique que vous avez utilisé, tout ça va avoir un impact sur la solidité de la chose, mais c'est pour ça aussi que actuellement, et je dis actuellement parce que c'est occupé à tout doucement switcher, le FDM reste plus solide que de la résine. Mais ça va dépendre des résines. Parce qu'il commence à avoir des résines, par exemple, des résines qui contiennent de la céramique, et vous pouvez les passer au four pour avoir quelque chose de céramique mais résistant à haute température. Ah ouais. Mais quand je dis résistant à haute température, c'est genre il y en a qui température. impriment des nozzles de fusée, donc je sais pas comment ça se dit en français. Ouais, Dis-le en litres. Dis-le en litres. Non, mais en anglais, c'est nozzle. Non, le truc de fin là. L'éjecteur. L'éjecteur où t'as la chaleur. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. Le pot d'échappement. Ouais, le pot d'échappement des fusées. Le moteur, la corolle. Mais effectivement, c'est ça. Enfin, il y a vraiment des trucs très intéressants. Les tubules, les... Ouais, bref, on s'en fout. Donc, dans l'usage du quotidien, ça peut être des petits objets, ça peut être, on l'a vu avec la crise sanitaire, des visières, ou des trucs pour tenir les clashs de porte. Ça peut être un bloc-porte. Par exemple, j'ai imprimé un petit bloqueur de porte, donc
un Hodor, avec un bébé Yoda qui met sa main devant comme s'il faisait la force sur la porte. Ça m'a fait rire. Si je voulais acheter ça dans le commerce, je devrais aller dans une boutique spécialisée qui vendrait ça super cher. Ça viendrait de l'autre bout du monde. Voilà. Il y a quoi d'autre Alors en fait, Tuyère, c'est ça? Tuyère. Ouais. Tuyère, ouais. En J'espère FDM. que Quentin nous écoute pas. Ouais, désolé Quentin. Alors, et merci Ulias, Ulias nous a dit aussi. Et c'est pas encore le Dragon Quiz Point. Hein. Merci. J'allais dire pour les FDM avec les avec les différents types de plastique qu'on a, donc le plastique bois, le plastique pierre, le plastique métal, on peut imprimer des pièces, une pièce en bois par exemple qu'on va pouvoir poncer par la suite et qu'on va pouvoir remettre sur quelque chose en bois que vous avez cassé. Surtout qu'avec du FDM, on a quand même des grosses pièces. Hein. On peut avoir facilement du 15 cm x 15 cm, donc ça fait beaucoup déjà. Le truc, c'est d'arriver, il faut arriver à trouver les bons modèles. Et là, c'est sur Internet que vous allez les trouver. Au fur et à mesure, vous allez trouver ce que vous cherchez. Ouais, mais alors, par exemple, justement, il y a Bull Bundle, je pense, ce mois-ci. Ils ont une série de modèles 3D. Il y a quelques créateurs qui font des modèles 3D. Alors, quand on n'a pas l'habitude, on va peut-être acheter tout et n'importe quoi pour imprimer. Parce que si on veut des modèles précis, il vaut mieux parfois les acheter pour les figurines. Mais après, on en trouve plein de gratuites aussi. Moi, j'imprime mes allumes-feu comme ça. Ouais, mais enfin, voilà, il y a des créateurs qui les vendent. Il y en a quelques-uns qui sont super connus, qui font vraiment des choses de qualité. Parce qu'il y en a qui modélisent, mais en fait, ils ne savent pas imprimer. Et du coup, quand tu essaies d'imprimer leur truc, c'est impossible. Ouais. Donc, il faut aussi se renseigner un petit peu si jamais vous en achetez. Parce que si vous n'en achetez pas, c'est pas grave, vous prenez, vous essayez et puis vous voyez tout de suite. Mais si vous achetez, vérifiez quand même que ça a été prévu pour l'impression, ou testez peut-être un ou deux modèles, demandez à avoir un modèle de test ou des retours d'autres utilisateurs qui l'auraient acheté. Et ça, c'est toujours autant la jungle, c'est compliqué, comparé justement 2-3 ans en arrière. C'est plus facile quand même, je trouve. Non, c'est vachement plus simple. C'est plus simple, c'est plus intuitif. Et la doc aussi, la documentation, en français, répondu beaucoup. C'est vraiment démocratisé, ça commence. Ça. Okay. Parce qu'au début, je me suis dit, ça a l'air chouette, j'aime imprimer des figurines potentiellement, mais je me suis dit, ça a l'air compliqué de trouver les gabarits que tu veux. En fait, une fois que tu connais les quelques créateurs qui font bien, tu vas tomber sur d'autres créateurs et il y en a où tu vas payer par exemple 1 ou 2 euros par mois et tu vas avoir régulièrement des nouvelles figurines. Donc franchement, il y a des choses. J'ai plus les noms sous la main parce que j'ai préparé un petit peu la rubrique à l'arrache. Tu peux pas consulter le modèle avant de l'acheter en fait. Mais ça dépend. Un rendu visuel de la figurine, mais tu n'auras jamais le plan. Par exemple, tu as Hero Forge, je pense que ça s'appelle, où tu peux en fait modéliser d'après toute une série de choses. Tu vas dire je veux une tête de loup, un corps comme ça et un machin. Tu vas pouvoir modéliser en 3D ta figurine. Là, et puis tu payes pour télécharger le modèle 3D pour pouvoir l'imprimer. Et elles ne sont pas garanties imprimables, mais la majorité s'imprime sans souci, que ce soit sur du FDM ou de la résine. Le programme est fait vu que tu as un modèle 3D de qualité, tu peux déjà imprimer des figurines en grand, sans perte de détails, ou en tout petit, si tu as de la résine, avec des détails hyper précis. Sur la forge, à l'heure actuelle, il y a aussi donc c'est une initiative où ils scannent des pièces de musée, donc des pièces qui sont dans les musées depuis très longtemps, donc qui sont pas open source, mais qu'on a le droit de scanner en gros. Et ils les mettent à disposition du grand public, donc on a des pièces de tous les musées là comme ça. Des pièces, je veux dire des modèles statues, 3D. Quoi. Des modèles 3D des statues. Vénus 2000. Alors, attention que modèle 3D n'est pas égal à quelque chose d'imprimable. Parce que là, c'est imprimable, hein. Ils sont retravaillés. Ouais, mais il existe par exemple des logiciels comme Mesh Mixer ou d'autres, mais ça, ce serait une toute autre rubrique. Parce qu'on peut parler des heures qui permettent de justement faire en sorte qu'un modèle 3D soit imprimable dans une qualité correcte. Il faut le répartir en couches, c'est ça? Non, en fait, c'est juste qu'il faut que ton modèle soit fermé déjà. Il y a toute une série de choses. D'accord. Et si par exemple tu as trop de détails, ton logiciel justement qui va donc le slicer, il va partir en couille. Ça se traduit. Le trancheur en français, je crois que ça s'appelle comme ça, va avoir du mal si c'est trop complexe. D'accord. Mais le slicing, c'est un tout autre sujet et je pense que j'ai largement dépassé le temps. Oui, les huissiers arrivent pour te couper.
Merci Grumpy. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de les reporter au fur et à mesure. Voilà. Il y a plein de sites, si vous voulez des figurines. Si vous voulez des figurines, il y a plein de créateurs qui font plein de figurines super cool à imprimer. Ils tout en ça. ont tous une, en tout cas, d'imprimante 3D. Alors moi j'en ai pas. Mais je connais plein de gens qui en ont. Et vraiment, ça a vraiment bien Ah passé l'air du temps, là, ça- j'ai Hubert qui m'a imprimé mes dernières figurines. Il y a Bob aussi qui m'a imprimé. Bob, j'ai pas encore vu, mais Hubert, ce qui m'a imprimé, c'est en résine. C'est dingo. Enfin, c'est vraiment la qualité est folle. Vraiment. Enfin, Ouais, c'est ce que tu disais sérieusement, dans la précision. les- que le truc, les ça six vaut de- précisions, allez sur de la résine, ne vous posez même pas de questions. C'est un peu cassant. Je trouve que alors, faire attention, c'est un peu cassant. Après, il y a des détails assez fins, mais c'est dingo la qualité. Quoi. Petit détail que je voulais quand même donner pour du post-processing. Donc, quand vous avez fini d'imprimer, si jamais vous voulez justement retravailler, poncer, éliminer des détails d'impression, etc., que soit l'un ou l'autre, pensez à porter un masque ou travailler dans un endroit aéré parce que la petite poussière de plastique, c'est pas J'ai l'idéal. perdu 10 ans de ma vie avec les figurines chinoises. Ouais, mais je veux dire, quand c'est produit industriellement, c'est une chose. Quand c'est des trucs, tu sais pas trop la composition. Ah mais non, mais là, on sait pas trop voilà. la composition. Ça sent l'alcool, Et- c'est un peu... Pour tout ce qui est, pas la partie résine, la partie FDM, la plupart si jamais vous voulez retravailler pour smoother, des trucs comme ça, vous pouvez regarder dans tout ce qui est produit de carrosserie auto. La plupart des gens qui vont utiliser des polymères pour remplir les lignes d'impression, des choses comme ça, et reponcer derrière, ils vont utiliser les produits auto. Ouais, si vous n'êtes pas des bourrins, il y a du milliput. Ça a beaucoup mieux. Il y a tous des trucs de modélisme en fait qu'on peut. qui Oui, permettent de- mais c'est-à-dire que le produit auto coûte vachement moins cher. Ah oui, bon, C'est surtout ça. Ça pas mal de résultat. Mais si vous voulez vraiment faire tout fin, je vous conseille les milliput. Alors. Alors sinon, oui, en parlant de modélisme, justement, on peut imprimer des pièces de modélisme avec un imprimante 3D Du green pour stuff. pour ajouter des trucs, des détails. Sinon, on avait une dernière question là. Du coup, est-ce qu'il faut un PC puissant pour pouvoir utiliser le logiciel d'impression? Alors, ça va dépendre un petit peu de la complexité du modèle que vous allez slicer. Parce Donc, qu'un Raspberry peut faire tourner le truc, non? Ouais. alors, donc il y a différentes choses. Il y a la création de la figurine, le slicing de la Ouais. figurine Donc, et la l'impression de la création du figurine. modèle 3D, on va pas du tout en parler aujourd'hui. Mais ça, il mais faut une grosse machine. Une fois que, pas C'est spécialement, un ça dépend ce que programme tu 3D, fais. ouais. Mais une fois que tu as un modèle 3D, le fait de le couper, donc le slicer en anglais, parce que je vais utiliser le terme anglais parce que quand vous cherchez les trucs, vous allez les trouver Ouais. en La anglais. lasagne, je pense, hein, Donc en le couche, trancher, en tranche. voilà. On va couper en tranches. Enfin, le Et lasagne- en fait, le on va- lasagne. pour du FDM, on va calculer en fait tous les mouvements que l'imprimante doit faire. Donc, Ah oui. cette partie de donc, produire ce qu'on appelle le G-code, donc qui est en fait du code machine, toutes les machines industrielles, que ce soit du CNC, des imprimantes 3D ou des robots robotiques, c'est du G-code. Donc c'est-à-dire c'est des instructions machines où on dit bouge tel moteur, etc. Et donc cette partie de transformer en G-code est spécifique à votre imprimante et à la configuration de votre imprimante. Donc ne reprenez pas le G-code de quelqu'un d'autre. C'est votre logiciel le trancheur, donc Ouais. le slicer qui va, en Faire. fonction de la config, transformer le modèle 3D là-dedans. Et cette étape-là, ça demande de ressources. Alors, ça ne demande pas spécialement Non. beaucoup de ressources. Moi, je slice pour la SLA, je slice sur un Celeron qui a 20 ans. Donc, Voilà. et il doit avoir 1 méga de RAM. Donc, Un réponse à la giga, question, un il ne giga faut RAM. pas de Non. logiciel Alors, puissant. SLA, donc résine, ça demande beaucoup moins que Tu as encore un Celeron. FDM. Ok, d'accord. Donc, impression 3D. Encore une fois, 500 mégas je crois, SLA de RAM. est facile, vraiment. Pour les personnes qui connaissent rien, tu as besoin de rien réfléchir. Ok. Voilà. Bah, c'est Voilà. bien. Sauf à mettre des protections. Oui, il faut mettre des protections. Ouais, la seule chose que tu dois faire, c'est tu reçois l'imprimante, la tête est détachée, donc tu dois mettre dessus. Il Tu faut dois, le mettre à régler, tu niveau. dois régler le homing, c'est tout quoi. Donc il y a une procédure à suivre pour la mettre à plat. Ça prend 5 minutes, c'est fini. Oui, pour un Grumpy, mais... Non, pour un doc. D'accord. Ouais, bah oui, un doc, ça va alors. Et en chiffonnette, ça fait combien? Et ça fait 4 chiffonnettes l'imprimante 3D de base. Oui. Ah ouais, c'est vrai, 4 chiffonnettes. C'est pas mal. Mais, Voilà. alors par contre, moi j'ai dû acheter pour la SLA, j'ai acheté une boîte qui tourne dans laquelle tu mets ta figurine, tu as les LED 3D qui tournent autour. Pour quelques euros, tu trouves Ouais, des trucs. parce qu'en fait le vraiment but pas chers. c'était de... Bon, oui, mais j'ai acheté chez le fournisseur de Pour la... scanner ou pour durcir? Non, pour durcir. Donc Oui, en c'est gros ça. tu mets Et ta... en PV, c'est ça. Ouais, tu Ouais. mets ta figurine dedans, tu as un truc de chimiste là où ça tourne en dessous tout seul sans contact. Donc tu as la flotte qui tourne et puis tu as les LED qui tournent aussi autour et comme ça durcit la figurine. D'accord. Mais merci, Grumpy. On va passer à la suite. Qui c'est qui a un coup de cœur ou un coup de gueule? Moi j'en ai un, mais t'en as un aussi. Un coup de cœur Oh, ou j'ai un... déjà fait. Ah bah je vais faire. Ah non, je vais faire le mien parce qu'après toi tu parles, donc je vais faire le mien du coup. Allez, un coup de gueule.
Parle toujours Yves. Parle tout le temps, Yves. Alors, un petit coup de gueule, j'ai commencé une série qui s'appelle Shadowhunter et c'est un peu low budget. Alors, je suis un peu mitigé parce que j'ai quand même regardé 4 épisodes, donc je me dis que ça va. Après, bon, j'ai mis ça en fond, hein, en fond, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu cette série, on dirait un petit peu Buffy contre les vampires, mais version 2020, mais En fait, ça dépend. il y Il a pas y de a des budget. moments c'est bien, des moments c'est pas bien. Les effets spéciaux sont dégueulasses. J'ai juste raté le titre, désolé. Ah, c'est Shadowhunter. Les personnages sont énervants. La meuf, elle ne connaît rien du monde des Shadowhunters. Et après 10 minutes de film, elle se la pète là, comme si elle avait toujours fait ça depuis le début de sa vie. Alors, peut-être que c'est justifié après, mais en tout cas là, elle m'énerve. Son copain, il est chiant. Ils ont tous des réflexions un peu. Celle qui est censée faire l'allumeuse, elle allume vraiment trop. Personne fait ça dans la vraie vie. C'est pas possible. Donc voilà, je trouve que tous les rôles sont un peu bizarres. Alors peut-être qu'un jour je regarderai la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, les 4 premiers Moi, épisodes. je trouve ça vraiment trop série ado en fait. C'est C'est genre de série de SF C'est public prometteuse visé. où voilà, c'est c'est ça. ça. Tu te dis ça a l'air bien. Si- L'univers, les résumés pourraient te plaire, mais quand ça Je pense commence. que non. c'est bon si vous aimez Charme, Buffy contre les vampires, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Un Attention, petit peu. Charme, t'as 2 versions maintenant. Ah merde. La nouvelle est très mauvaise. Ah du coup peut-être ça colle alors. Du coup si vous aimez un peu ces Je sais pas si c'est de notre faute à nous ou pas. Tu vois, genre. On te mettrait Buffy maintenant, tu dirais c'est bien. On te mettrait Non, Vampire maintenant, tu dirais mettrais peut-être Buffy que maintenant, c'est tu bien. dirais que c'est de la merde. Buffy, Non, je j'aimais crois- pas non, trop, oui, mais il y parce a qu'on est des gens vieux, qui sont tu vois, fans. T'as Voilà. quand même l'effet un peu justement ado où ça peut peut-être C'est comme te si tu montres parler, quelqu'un, tu vois. et si tu dis à quelqu'un maintenant, il va dire mais c'est quoi cette merde. Enfin, c'est Je trouve pareil, que je sur pense. tous les catalogues de séries, etc., il y a énormément que ça, 1 sur 3 des séries, c'est pour ados Ouais, c'est vrai. et c'est bien dommage. Par exemple, Lock and Key, qui est aussi pour ados, adultes, et du coup, il y a quand même une romance un peu adolescence, un peu machin. Ça va, ça me dérange pas trop parce que le reste ça va et c'est bien produit. Mais là, on sent que C'est il y a pas de too much budget ado, quoi. ouais. Et puis il y a pas de budget quoi, tu vois. Donc, c'est parce qu'ils font travailler des enfants pour produire la série. Ah, je sais pas. C'est eux mais- qui font le scénar. Tu vois. C'est- Lock and Key est bien fait, hein. Même la nouvelle saison, ouais. Lock and Key, je vous conseille. Là, il y a du budget. Ça par contre, m'attire c'est pas autre du chose. tout. Ah bah vraiment, faut le regarder. Non, faut Et regarder. Vraiment, chaque fois on en parle, chaque fois je me dis, je vais regarder et puis. C'est marrant. Ah bah regarde le premier épisode et puis tu pourras faire un avis. Moi, Oui. ou alors tu regardes Shadowhunter, t'as le choix. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Hein. Ah mais non, mais comment tu peux Il a Voilà. le t-shirt. Il a le collier Il a et tout. collector. La totale. Voilà, bah écoutez, c'était Shadowhunter. Grumpy, non pas Yves, on fait ta dernière rubrique, c'est ça? Mon coup de cœur, peut-être? Ah bah ouais, non, on fait ta rubrique puis ton coup de cœur. D'accord. Allez, c'est parti. Tu vas nous parler de New World. Oui, oui. Reparler de New World. Oui, épisode 2. Et donc tu avais des choses à nous dire en plus Oui, sur New World. bah alors c'est ça. vas-y. Donc on avait déjà parlé de New World il y a 2 épisodes quand on était au Respam Mhm. et le jeu venait tout juste de sortir depuis 2 jours. Alors pour rappel, New World c'est le MMO de Amazon qui est sans abonnement, on paye une fois et puis on joue au jeu tant qu'on veut. Alors il se fait que New World on est bloqué au niveau 60 donc on va pas plus haut pour le moment. Il n'y a pas encore d'extension de prévu forcément, T'es le déjà jeu est trop 60? récent. Non pas encore, presque. 59. C'est le nouveau 49. Mio quoi. Alors moi non je suis niveau 49 parce que j'ai un peu traîné. Ah ouais. Mais je vais arriver 50 ce soir probablement ou demain. peu Ce importe. soir. Bah, de mal à ce il niveau me reste 49. Hein. Geeks se finit à minuit et demi. Il a 1h30 pour rentrer chez lui, donc il va jouer à 2h. Je ne sais pas si je devrais dire le nombre d'heures que j'ai fait sur Timberborn. Bah beaucoup. Ah ouais, ça c'est un jeu de castor, tu joues tout seul quand même. Hein. Ouais, ici il y a au moins des gens quoi. Oui donc voilà, j'ai 150 heures de jeu, je suis level 49, j'ai passé mon temps à grinder plein de trucs. Grinder ça veut dire farmer quoi, aller dans des endroits, couper des trucs, casser des branches, tuer des bazars, enfin voilà, grinder quoi, c'est un MMO. On marche toujours autant, on passe toujours son temps à aller à gauche, à droite, ça prend des heures à marcher. Il n'y a toujours pas de poney, hein, c'est ça. Il n'y a toujours pas de poney et Mhm. il y a probablement qu'il n'y en aura pas parce qu'a priori dans l'histoire du jeu, il n'y a pas de monture parce que les animaux sont trop dangereux dans le jeu et que les montures auraient peur des animaux. Est-ce qu'on peut utiliser les autres comme monture? Non.
Tu peux utiliser Donc, des Sinon, on vélos. aurait pu faire des Non, mais tu ça, vois, c'est Ouais. ça, Donc- c'est la région. Ça, ils ont mis. Le mec qui a fait l'histoire, il a fait ouais, mais non, en fait, on pourra jamais mettre de mondure pour le code. Bah, rajoute ça dans l'histoire. Ouais, c'est trop mais dangereux. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois le truc, tu fais, mais what the fuck, les gars, Faut avoir des franchement. serveurs de plus de 200. Non, non, c'est trop dangereux aussi. Voilà. C'est ça la blague. Oh, j'avais rien compris quand on a dit non, ce serait trop. Enfin, Oui, non, mais j'étais perdu, c'est donc, dans les. En fait, quand tu voyages dans le jeu, tu vas trouver des feuilles de papier qui sont l'histoire du jeu, si tu veux. D'accord. Et tu vas en trouver un peu partout, des morceaux de journaux. Et dans un des journaux, le journal du professeur, je ne sais pas quoi, il est écrit clairement il n'y a pas d'animaux. On a essayé de les amener, mais ils sont tous morts. Ils ont eu peur des animaux qu'il y avait dans l'île. Ok, bien joué. Donc, c'est C'est l'histoire du jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, on n'en aura pas pour le moment en tout cas. Alors, on avait plusieurs problèmes à l'époque. Quand j'ai commencé, il y avait des files de 1200 personnes et on prenait 2-3 heures pour se loguer. Et maintenant, Bonne nouvelle, il n'y a plus. Ah. Bah, parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur les serveurs. ouais, Voilà. Donc le jeu paraît un peu vide. Alors là où on avait très simple à l'époque, parce qu'il y avait des zones où tu as, t'as 50 morts vivants qui arrivent, bah, t'arrives à 3-4 personnes, il y a toujours 3-4 personnes à ce moment-là, tu les butes facilement. Là, t'arrives tout seul, c'est plus compliqué. T'en as 5 sur ton dos et tu sais pas faire grand-chose. C'est pareil pour les instances. Les instances, il y avait toujours 10-15 personnes devant les instances, et puis bah, t'arrivais là-bas, tu dis ouais, je vais faire une instance qui vient avec moi, et tu trouvais des gens. Bah, là, maintenant, les instances, c'est vide, il n'y a plus personne. Ah, t'as un autre problème ouais, Donc, c'est pas tu fréquenté. étais obligé d'avoir des gens pour aller avec toi, donc s'il n'y a plus personne, tu dois t'arranger autrement. Donc, ça, Tu c'est un peu finirais chiant. par jouer à un jeu de casteur, du coup. C'est ça. Pour le farming, alors l'avantage c'est comme il y a moins de monde, il y a plus de ressources, donc on peut aller en chercher plein. Bon, le désavantage c'est qu'on n'a pas assez de place dans les coffres pour les mettre. Donc voilà. J'ai- Et- Attends le niveau suivant où tu as des plus gros coffres. J'ai lu qu'il y Non. avait un problème de liquidité. Oui. Je vais arriver là-dessus donc pour les coffres pour terminer sur Grumpy. Ce que Grumpy disait, alors des coffres tu peux acheter une maison et dans ta maison tu peux en avoir 2. Et 2 ça te monte ton inventaire à 2000 ou 2500 cases, un truc comme ça, alors que par défaut c'est 1000 cases. 1000 kilos. Le truc, mais ça va extrêmement vite en fait. Quand t'as 3 sacs sur toi, t'as 1500 kilos sur toi. Donc, enfin, kilos, je crois que c'est des kilos. Mais donc, ouais, c'est un peu abusé, je trouve. Par contre, alors du coup, arrive au niveau. Oui, pardon, ta question c'était. Des problèmes de liquidité. Problème de liquidité, tout à fait. Alors, les monstres payent pas beaucoup. Et donc, les monstres payent pas beaucoup. Il n'y Il y a a pas des beaucoup de taxes façons partout d'avoir de dans le l'argent. Il y a des taxes partout dans le jeu. Et il y a, quand tu as une maison, tu as une taxe sur la baraque et tu dois payer. Tu transformes quand tu transformes des objets, tu vas payer aussi. Quand tu vends, à la limite, tu veux vendre un truc pour Chaque 20 cents. transaction est payante. Ouais, quoi. bah tu veux vendre un truc pour 20 cents, ça va te coûter 4,50€ pour. Enfin, 4 gold 50 pour la mettre en ligne, quoi. Et le problème, c'est que le gold, quand tu tues une bestiole, tu as parfois la chance d'avoir 2,5 gold. Donc il n'y a pas beaucoup d'argent dans le jeu en fait. Après, Amazon a l'air de dire qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des joueurs qui sont riches, mais même en grindant beaucoup, on peut pas vendre parce que tout ce que tu craftes est invendable, ça se vend pas assez cher. Tu recouvres jamais le prix de tes ingrédients. Les ingrédients de base, comme il y en a beaucoup, les gens les achètent pas. Donc en gros, c'est pas avec le craft que tu gagnes la thune pour le moment, quoi. Alors ce qu'Amazon disait, c'était que les ressources de base allaient être achetées par les level 60 pour pouvoir faire avancer, pour qu'ils avancent dans les métiers. Bon, des level 60, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, quoi. Il y a peut-être 5% des joueurs qui sont level 60, donc c'est pas encore énorme. Par contre, dans la chatroom, on me dit qu'il y a beaucoup d'exploits. Oui, il y a eu un exploit dernièrement. Alors moi j'ai changé de serveur parce que mon frère est arrivé plus tard, il a démarré sur un autre serveur, donc j'ai bougé mon perso vers son serveur. Alors, en faisant ça, pendant une journée, dès que quand je tuais quelque chose, j'avais plus de gold, donc j'avais plus d'argent du tout. Ça a duré jusqu'à ma déconnexion. Bon, pendant 3-4 heures, je touchais plus rien. Ce que je vendais ou ce qui était en vente était vendu, mais les gens payaient, mais moi j'avais pas l'argent. La baraque, normalement, tu as des taxes moins chères pour la première maison. Là ici, les taxes étaient au prix de la deuxième maison, en gros. Primo-habitant. Oui, non, c'est vrai, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'est la Wallonie en fait, New World. C'est ça. C'est un MMO créé par l'État belge. C'est ta première maison, mon gars, c'est Les moins taxes. cher que la C'est deuxième. moi pour la première maison. D'ailleurs, la taxe sur l'eau va passer à 21% bientôt. Ouais. Il y a de fortes chances que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'en étais au niveau des taxes. Non, de la baraque.
Oui, c'est ça. Quand t'as fait, Moi j'ai entendu que les gens ne réparaient plus parce que ça coûtait des golds. Oui. Et c'était mieux de crafter une nouvelle arme que de réparer. Bah écoute, je suis arrivé. L'économie est totalement déstabilisée. L'économie est déstabilisée. Donc là, je suis arrivé avec le. Ça m'est arrivé aujourd'hui de m'en rendre compte en fait. Donc j'étais en train de réparer mon stuff parce que je suis mort quand même quelques fois aujourd'hui et c'est à chaque fois 150 balles pour réparer le stuff plus des trucs de réparation quoi. Et en fait, quand tu regardes tout le stuff que j'avais sur moi, il y en avait pas pour 150 gold en fait. Ouais. Donc j'aurais pu tout racheter pour 80 gold. Donc il y a un moment tu te dis bon est-ce que C'est je répare vraiment ou est-ce que je jette et que je rachète quoi. Donc ouais voilà au bout d'un moment tu te dis ouais autant acheter ça revient beaucoup moins cher que de le faire. Alors je peux plus crafter mes items parce que je crafte pas assez haut niveau pour pouvoir avoir les items qui me conviennent à mon niveau, donc là je suis obligé de soit d'acheter soit de dropper. C'est l'épée canon. Désolé, moi je débarque, mais ce jeu-là, c'est Amazon qui le fait. Ouais. Oui, c'est un jeu Amazon. Et il y a ouais. beaucoup de joueurs. c'est Oui, la oui, hype, ça, c'était c'est la un grosse gros hype. truc, Là, ça s'est un peu calmé, mais là, c'est il y a calmé. qu'un jour, c'est la hype. Totalement raté. Il y a qu'un seul jeu chez Amazon et ils ont je sais pas il y avait plus d'1 million de joueurs Ouais, sur les c'était serveurs. la grosse hype. Et gratuit en fait. Ouais. Non, Ok. tu payes 40 € après les Ah ouais, gratuits. tu achètes 40 €. Ouais. C'est n'importe quoi, Bah- c'est pas gratuit si tu payes 40. Non mais non mais c'est un MMO. Tu payes puis après c'est World of Warcraft, tu payes 40 balles et après tu payes juste encore l'accès, 15 balles par mois ou c'est 20 vrai. balles par mois, je sais Mais plus. c'est pas gratuit, enfin, dans ma tête. Ici non. c'est 40 balles et après tu payes plus. Mais après bon 40 balles pour 150 heures ça va Oui, c'est Alors, correct. Tu mais- pourras tester. Ron la nuit dit j'ai lu que si tu lançais le jeu en mode fenêtré et que tu bougeais la fenêtre, tu étais invincible. Ah j'ai pas vu ça. C'est sympa de me le dire, je vais tenter. J'ai tout bugué. Oui, on parlait des bugs en fait, mais il y en a un autre. Donc je parlais du changement de serveur. Donc oui, j'avais tous mes items chance plus. Alors faut savoir que les items avec la chance coûtent extrêmement cher parce que il faut un élément principal pour crafter de la chance et cet élément principal il est quasi jamais droppé. Extrêmement rare. Donc oui, ces éléments-là coûtent très très cher. Quand j'ai changé de serveur, tout mon stuff qui était en chance plus, il était cassé. Donc j'ai dû jeter tous mes items. C'était la merde. Par contre, il y en a qui ont chopé le jackpot. Ils ont remarqué qu'en changeant de serveur, ils pouvaient dupliquer leur gold autant qu'ils voulaient. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont maxé leur gold. D'ailleurs, pour éviter de se faire retrouver, ils ont donné des golds à d'autres joueurs autour d'eux. Voilà. Donc, ils ont fait ça pendant le premier jour d'ouverture du changement de serveur. Alors, je sais pas comment ils ont fait parce que moi, j'ai plus perdu d'argent qu'autre chose, mais il y avait ce problème-là, ouais, un gros bug. Sinon, les autres bugs, c'est parfois un peu de latence, donc tu tapes un arbre et puis il s'abat après 3 coups, ou quand tu tires sur un monstre, il est sur toi alors qu'il était un peu plus loin. Mais bon, ça c'est relativement rare quand même. Il y a quelques bugs. Et c'est disponible sur quelle plateforme? Là, écoute, je suis sur PC, pour les autres, je sais pas. Donc Windows. Oui, Windows, mais après, je sais pas. Il y a peut-être ailleurs, hein, mais j'ai Ouais, pas je regardé. sais pas. Je sais pas si New World est sur. Oui, sur console, hein, peut-être New World là. C'est possible. Hein. Moi, je sais pas. J'en sais absolument rien. Alors, je crois que j'ai tout dit. Beaucoup de ressources. L'espace de stockage, c'est chiant. C'est un jeu où on va aller chercher des trucs. Donc le but, c'est de farmer, de horder. Mais par rapport à WoW. Et quand tu peux plus. Je Et sais pas, j'ai joué il y a WoW, très longtemps, moi. Ah, si, très longtemps. Donc du coup, ça ressemble à WoW, ouais. Enfin, pour moi, c'est comme WoW à l'époque. Mais Plus j'ai beau. pas vu l'évolution de WoW. Oh, beaucoup plus beau, oui, bien sûr. Oui, parce que le jeu est joli. Hein. Tu passes du temps dedans. T'es dans un monde bien fait. Ça demande c'est une bien config organisé. puissante ou... Je dirais que oui. Enfin, oui et non. Ah, ça dépend. Écoute, j'ai un i7. Bon, ma config, elle a 4 ans, avec une 1080 Ti, et je suis en 1080p, je peux pas aller plus haut. D'accord. J'ai vu que le PVP aussi était un peu moins. Alors, Parce que PVP. du coup, comme ça coûte du pognon, les gens le font pas. Alors, le PVP, le truc, c'est que moi, je l'ai fait par obligation, parce qu'il y a des missions de guilde que tu dois faire en PVP. Tu mets le PVP, tu vas faire ta mission, t'espères que personne te trouve, et si quelqu'un te trouve, tu cours. En gros, c'est ça, pour essayer de l'éviter. Mais ça, c'est pour la partie quand on est à mon niveau. Donc là, j'étais 45 quand j'ai fait ça. Maintenant, la fin du jeu, c'était niveau 60. Et la fin du jeu, c'est que du PVP, en gros. Parce que, à part monter dans les différents métiers, tu peux pas faire grand-chose d'autre que du PVP. Maintenant, en PVP, je sais pas trop. Écoute, moi, j'ai joué contre un autre joueur, je me suis fait défoncer. Moi, il était level 57, j'étais level 45, mais... Il m'a lancé plein de flèches. Et ils ont encore des ambitions d'investir dans le jeu, c'est un quack, enfin un jeu. Non, le jeu. ça marche. Non, le jeu marche bien. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Le jeu suit. Il y a eu qu'au début qu'il y a eu quelques soucis pour se loguer, mais maintenant ça va bien. Le nombre de joueurs reste constant, je dirais. Enfin, maintenant que les principaux joueurs ont. Enfin, ceux qui ont quitté, mais ceux qui jouent.
Ça reste assez constant. Il y a toujours du monde en fait. Mais là, par exemple, cet après-midi, il y avait 400 personnes sur mon serveur. C'est pas grand-chose. Mais on était en plein après-midi, il était 2h de l'après-midi un vendredi, quoi. Les gens travaillent. Il y avait 400 étudiants et toi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais sinon, non, je dirais que si vous avez 40 balles voilà, sur le côté, achetez-le, hein, vous n'allez pas perdre votre argent. De chiffonnettes. Moi, je dis... Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est de chiffonnettes? Faut faire la boutique geek en chiffonnette. Ouais. Bah, comme je disais, là j'ai 150 heures, malgré tous les bugs, ça me gêne pas trop. J'ai pas le fameux burn-out de New World. Enfin, si, un petit peu, parce que j'ai joué moins tous les jours. Mais parce qu'il y a un moment tu te dis tiens, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je fais ça, j'en sais rien, j'ai 50 quêtes dans tous les coins mais je sais pas laquelle je vais faire, ou alors toutes les quêtes pour avancer sont d'un niveau qui sont trop élevés pour moi, donc je suis obligé de grinder ailleurs. À un moment tu te dis fais chier quoi, j'ai envie d'avancer dans l'histoire principale, mais bon, au final tu sors, tu vas couper des arbres ou tu vas pêcher. Voilà. D'accord. Non, mais... Est-ce que tu as des titres de meilleur pêcheur ou des trucs comme ça? Ouais, t'as des titres, plus tu pêches de... Moi par exemple, je suis expert en chasse de dindons, ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des titres qu'on peut pas te piquer comme No WoW? Est-ce que des titres uniques? Ouais. Toi, des trucs, genre c'est le premier sur le serveur à le faire, ben c'est toi qui as le titre. Je crois pas. Je crois que ça fait Non, ça. j'ai pas vu. Peut-être, ils vont peut-être le faire, j'en sais rien, j'ai pas vu. Moi j'ai pas ça, mais ouais, le chasseur de dindons c'était le dernier que j'ai eu, donc je m'y suis là maintenant, c'est cool. J'avais tué 250 dindons. Félicitations. Non mais bon voilà, je suis niveau 20 dans mon arme aussi, donc je suis au niveau maximum sur l'arme principale, je suis en train de monter une deuxième arme. Puis c'est un MMO, donc du coup t'es obligé de grinder pour gagner du skills quoi. D'accord, Mais voilà, bon, ça fait passer le temps, c'est bien. d'accord. Donc tu recommandes toujours? Oui, je recommande toujours, bien sûr. Bah écoute, pour le prix, franchement, on n'est pas volé quoi. D'accord. On va enchaîner avec ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Oui. Et c'est un quoi? Un coup de cœur? Coup de cœur. Allez, parti. Alors, on nous dit que les prums sur le serveur n'existent plus dans WoW. Ah, ça se plus, ouais. Alors, donc c'est un coup de cœur, enfin un coup de cœur, c'est un coup hilar, je dirais plutôt. Donc Elon Musk aurait écrit sur Twitter qu'il voulait créer une nouvelle université et qu'il la nommerait Texas Institute of Technology and Science. Évidemment qu'il ne voudrait pas un diplôme de TITS. Ah. Voilà. On a rigolé au bureau quand on a dit ça, Elon. Ça fait quand même blague de boomer. Bah écoute, voilà. Alors il a aussi indiqué qu'il y aurait du merchandising et qu'il serait épique. Ok. Bon après je suppose qu'il a dit ça pour rire, bien qu'il serait capable de le faire, ce serait marrant, mais comme ce il serait a un quand peu... même créé une école pour ses enfants. Mais là, comme ce serait un peu sexiste, je pense pas qu'il va nommer son application TITS, son université TITS. Par contre, je ne doute pas qu'il va faire une université, en tout cas pour pouvoir former les futurs ingénieurs de ces boîtes. Oui. Donc Enfin, il a les au moyens moins de le ses faire. enfants. Vu qu'il a fait une école juste pour ses enfants. Oui, bah, il a les moyens de le faire, il a les moyens d'engager le bon personnel, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas. S'il peut recruter des gens dans sa société en faisant ça, en fournissant, je sais pas, il va peut-être fournir des études gratuitement, hein, j'en sais rien. Enfin, voilà, bah, bref, je pense qu'il va le faire. Là, il se plaignait des impôts, il préférait utiliser son argent pour aller sur Mars. Bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Mais l'école publique aux États-Unis se porte bien. Est-ce que c'est pour ça que je C'est rien du tout, mais ça me fait rire. Non, c'est vrai que l'école publique, je sais pas comment aller aux États-unis, mais en règle générale, quand terrible, on je entend crois. école publique, c'est pas terrible, ouais. Déjà ici, il galère à avoir du pognon, alors Ouais. t'imagines. Ouais, En Belgique, on est bien. Oui, on est bien. Ouais. Sauf si t'es en province du Luxembourg. Donc voilà, peut-être un diplôme de TITS. Ben voilà. Allez, maintenant on va passer au Dragon Quiz Point. C'est la dernière partie de ce podcast. Donc le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est? C'est un quiz qui se fait... Ah, trop tôt, Grumpy. Trop tôt. Merde, aborde. C'est un quiz qui se fait tout au long de la saison. Quelle saison on est maintenant? 11. Donc voilà, les gens autour de la table peuvent participer, mais vous, dans la chatroom, vous pouvez aussi participer pour gagner un jeu. Alors ce soir, il y a un jeu. Merde, Méo, c'est barré. Il y aura un jeu à gagner et on l'enverra demain, d'accord? Mais il y aura vraiment un jeu à gagner, on vous l'envoie demain. C'est un bon jeu ou c'est un jeu de On ne merde? sait pas, non, c'est un jeu. Alors c'est une fois sur deux. Je crois que la fois passée, c'était un jeu de merde. Donc là, ça va être un bon jeu, je crois. Donc ce sera un bon jeu en plus. C'est certainement Donc, il un faut bon jeu. Hein. Et si vous êtes le meilleur
de la saison, vous pouvez choisir un article de la boutique geek de votre choix. Voilà. Voilà. Allez, sortie de jingle. Merci Grumpy. Alors, C'est moi qui suis responsable des transitions et du coup j'oublie. Mais par contre, le gros avantage, c'est qu'on voit les transitions. c'est vrai. Du coup, ça va être un. Donc là, ça va être Halloween. Et qu'est-ce qui cartonne pour l'instant? C'est les costumes Squid Game. Alors, je me suis dit, et si on faisait pas un Dragon Quiz Point sur les Battle Royale? Donc, un petit quiz Battle Royale. Alors, j'essaie de surveiller la chatroom en même temps, mais bon, là, ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire quelque chose comme ça, avec 2 fenêtres, comme ça je vois ce que les gens écrivent. Parfait. Alors, première question. Dans Battle Royale, le film, combien d'élèves participent au jeu? 32. Combien? 32. Non. 42. Oui, 42. 21 filles, 21 garçons. T'as J'étais pas utilisé Internet. Non, pas encore. Mais il a ouvert une fiche qui s'appelle List of Battle Royale Games. Ah, c'est déloyal tout ça. Quel est le nom de la série Squid Game au Québec? Jeu de poulpe. Je sais. Ah, Game. Tu y es presque, oui. Calamar. Je vais te l'accorder à titre. C'est le jeu du calamar. Ah, jeu de c'est calamar. Je te l'accorde. sur Internet, les gens. N'hésitez pas à participer à la chatroom. Hein. Même si on donne la réponse, il y a un point pour vous et un point pour nous. Dans Fortnite, dans une partie solo, combien y a-t-il de joueurs dans une partie? 15. Bah, 1 si t'es solo. Solo, ouais. Non, mais non. Non, il y en a 15, 20, Non. 25. Non. 32. Tu es éliminé. Mais Tu dois répondre à une question. Est-ce que vous n'êtes pas un robot? Moi aussi, je suis un robot, mon cerveau. est dans une partie solo, t'es combien? Bah, non. Non, en mode solo, il y a le mode duo, il y a le mode trio où tu joues en équipe. 100. Ah oui, 100. donc, ok. C'est exactement 100 joueurs. Bah, 42, Non, c'était 32, 100. Oh, carrément. On est à 100. Voilà, 100. Alors, quel était le premier jeu vidéo Battle Royale était. Z1. Comment? Z1. C'est Z1 Battle Royale. The Culling. PlayerUnknown Battleground. Non. Quoi? C'était un mode. Ah oui. Mais il n'en sait rien, il fait scroller son écran. Ah oui, je l'ai. Ouais. Non, je l'ai pas, mais Je vais regarder sur l'écran de Grumpy, puis je vous dirai. PUBG. Non, bien avant PUBG. C'était un mode d'un jeu. Un jeu... Ah, Unreal. Non. Dans un jeu de catch sur NES. Un jeu de catch. Le Il premier faisait jeu le vidéo Battle Royale. Unreal Tournament. Non, ça c'est un deathmatch, c'est pas un Battle Royale. Bah, c'est pareil. Non, il y a une nuance. C'est quoi Je la connais nuance? pas, mais. C'était Il y en a Garry's une. Mod. Non, Garry's Mod? non, C'est pas ça? non. C'est un mode d'un jeu. Bah, PlayerUnknown. Bah, Super Mario Bros, non? Non. Ah, un mode Battle Royale pour Counter-Strike, Global Offensive. Ah, Bomberman. Alors là. Arma 3. Oui, parce que. C'est pas Arma 3, non. Alors, Grumpy, je peux t'accorder le point parce qu'il y a quand même. Voilà, mais c'est pas. C'était quoi la réponse que t'attendais alors? Bah, la réponse, c'était DayZ. DayZ. Ah, Daisy. Qui est un mode pour le jeu Arma 2. Qui prend note des points en fait? Je ne sais pas. Personne. Il n'y a personne. Bon, Wally réécoutera le podcast. Ah non, Diego. s'il vous plaît. Prenez note. Oh, putain. Donc, il y avait oui, DayZ. 42, il y avait un point pour Yves. Ouais. Un point Un pour moi, Titi. Et un pour Grumpy. Et un point C'est pour facile Grumpy. à compter. Et un point, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est facile. Ils Et sont la d'accord? La chatroom n'a rien dit. Oui, d'accord. Et ben la chatroom dit que 100, c'est un concept intéressant pour Fortnite. Donc, Croc de la nuit a. Est-ce que c'est vraiment une réponse ou c'est une réflexion?